Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité, Hugues, The French Startupper. Bienvenue. Merci à vous, Julien et Marie, c'est très sympa d'avoir fait la proposition. Je suis ravi d'être avec vous pour passer un bon petit moment. Tout à fait. En plus, un invité avec pas mal de casquettes. Tu es entrepreneur, investisseur. En plus, tu es jeune, tu es millionnaire aussi. Ça fait pas mal de casquettes, c'est bien. Juste avant de te laisser te présenter, j'ai toujours un peu cette habitude pour casser la glace avec les invités, de poser la question si tu avais ton plus mauvais investissement que tu as un jour réalisé, lequel c'était, et si tu pouvais l'éviter, est-ce que justement tu le ferais parce que tu en as eu un enseignement, ou est-ce que tu te dis non, vraiment celui-là, si j'avais pu l'éviter, ça m'aurait épargné des tracas? Très bonne question pour commencer, hein. Franchement, pas simple. Non, j'en ai qui ont été pourris, mais ça finit pas trop mal. Mais j'en ai deux qui me viennent en tête là tout de suite. Je dirais mes débuts dans la crypto. J'avais mis mes économies un peu d'alternance et tout. J'avais dû mettre 2-3 000 euros, mais bon, j'étais assez jeune. Donc c'était important. Tu sais, au début, l'argent que tu mets de côté, je trouve, quand c'était job d'été, ton alternance et tout, il y a beaucoup plus de symbolique, beaucoup plus d'attache. Aujourd'hui, je pourrais envoyer 3 000 euros, j'en ai strictement rien à faire, entre guillemets. Évidemment, je vais pas les jeter par la fenêtre, mais je veux dire, si je les perds, ça fait partie du risque de l'investissement. Mais ceux-là, quand t'es au tout début, ils valent tellement cher que je les avais placés sur une strate de crypto qui était un petit peu particulière, où je voulais regarder les cryptos, par exemple, qui étaient, donc du coup, on était en 2020, qui avait fait un ATH en 2017 et que là, qui était sur une courbe encore assez plate. Et je partais du principe que prochain bull run, elles allaient retaper l'ATH et le dépasser. Choix totalement merdique, puisqu'en fait, elles étaient plus dans la bonne narrative et tout. Et en gros, j'ai mis toutes mes billes sur des cryptos qui ont fait, que descendre, même qui ont disparu. Donc, ça m'a fait un petit peu mal, mais ça m'a permis de mettre un pied à l'étrier dans le milieu de la crypto et je me suis bien refait par la suite. Donc, finalement, ça a amorcé un truc qui est passé, à l'échelle supérieure où après, j'ai fait pas mal de gains. Donc, finalement, ça s'est plutôt bien digéré. Et après, pour l'achat de mes locaux, là, à Montpellier, premier séquestre que j'ai perdu, quoi. Ça arrive quasiment jamais dans l'immobilier. On pourra peut-être en parler, ensemble. Je savais même pas que c'était faisable. Et j'ai perdu mon séquestre parce que mon dossier, j'ai pas fourni mes refus de prêt sur le premier dossier que j'avais monté dans les temps. Oui. Et je me suis un peu fait douiller par le vendeur qui était un énorme escroc et qui était de mèche avec son notaire qui était un pote à lui. Et ils m'ont clairement mis une quenelle bien comme il faut, où en gros je rachetais le même bien avec une autre SCI parce que du coup j'étais en solo et celle d'avant j'étais avec un associé. Oui. Lui il avait une liquidation sur le dos, du coup on passait pas au niveau des banques. Je remonte les dossiers et je lui dis au gars je rachète, c'est moi. Ils me disent ok, par contre comme c'est une nouvelle SCI, on peut pas garder le premier séquestre qui est sur un autre dossier. Comptablement, il faut que ça soit propre d'un point de vue notarial, donc tu dois tu dois redéposer un séquestre. Déjà je me dis bon, ouais, bizarre déjà. Je leur fais confiance. C'est chelou, mais pourquoi pas? Je leur fais confiance, j'y vais, un peu naïf. Donc du coup, je redépose le second séquestre. Donc 15 000 euros, les 5% quoi qu'il faut, enfin 10%, mais il en faut 5 en cash. Et en fait, au moment de signer, donc il m'avait dit t'inquiète pas, le premier on te le rendra, c'est normal, tu rachètes et tout. Et au moment de signer, pilule, en mode genre je dis mon premier séquestre, du coup on me rendait quand le terrain il me regarde avec un petit sourire. Non, mais ça c'est le premier dossier, c'était hors délai, c'est comme ça, c'est perdu. Je dis non, mais comment ça c'est perdu? Vous m'aviez dit en face, droit dans les yeux, on s'est serré la main que vous me rendez. Dit j'ai aucun souvenir de ça, non, c'est pas marqué dans l'acte ou quoi que ce soit. C'est perdu. Après, vous pouvez essayer de nous attaquer ou que ce soit et partir sur une procédure, mais là, je peux vous dire que vous l'avez pas. Du coup, soit je défonçais le mec et tout, soit du coup j'ai pris sur moi, j'ai ruminé, je me suis dit c'est quoi? Je vais aller perdre de l'argent avec une procédure, je vais me ronger la santé. Remets-toi dans ton business
et c'est l'erreur, le coup de l'apprentissage. Donc maintenant, je fais ultra gaffe. C'est ce que j'allais dire. Et c'est un énorme enculé, tu sais pourquoi? Parce que sur les banques, ça vous pouvez mettre un bip, mais sur les banques, Regarde. j'avais pris mes banques perso. Et lui, cet enfoiré, il m'avait conseillé auprès de sa propre banquière, donc Banque Populaire, il m'avait fait une mise en relation et tout. Oui. Et devant notaire, donc il savait très bien que les dossiers étaient en cours, qu'on les avait pas déposés tard, mais que ça prend du temps parce que montage, holding, SCI, etc. pour les sociétés, c'est plus compliqué. Et devant notaire, il dit non, mais moi, j'ai aucune preuve que vous avez bien déposé des dossiers auprès des banques et tout. Donc vraiment, tu vois, le mec véreux, au possible. Donc voilà, très mauvais souvenir, mais c'est pareil, au moins j'ai payé cher mon erreur. Maintenant, je peux te dire que ça m'arrivera plus jamais. J'imagine. Première question que j'ai à te poser sur cette anecdote. Honnêtement, j'en parlais avec mon notaire parce que c'est souvent des questions qui reviennent, les séquestres, etc. Et lui, il me disait que peut-être en je sais pas moi 20 ans de carrière en tant que notaire et des centaines de signatures, il avait jamais vu un séquestre qui était gardé. Et en fait, je me dis, t'avais pas ton propre notaire, t'es passé que avec le notaire du vendeur. J'avais mon propre notaire, mais en fait non, premier dossier, c'était mon associé qui avait géré le deal, qui avait pris son notaire. Moi, j'avais pas du tout regardé. D'accord. J'avais vraiment les yeux fermés, je gérais pas du tout. Et après, j'ai pris mon propre notaire pour le deuxième compromis, où là, pour le coup, ça s'est bien passé, mais elle avait pas la main sur le premier dossier, donc elle pouvait pas faire des miracles. Parce que ça, c'est vraiment honnêtement ce genre de dossier. Enfin, c'est vraiment comme tu dis, hein, c'est une arnaque, mais en plus, c'est que t'as le notaire vendeur qui s'en mêle et qui appuie le truc pour derrière entre guillemets te faire pression, parce que il sait pertinemment que tu seras allé en procédure, t'aurais gagné. Il se dit bon. Il est jeune, il a l'air d'avoir... Je sais pas, parce que j'avais vraiment fourni mes refus de prêt, un des deux. Il y avait une des lettres de la banque de refus qui était arrivée sous la clause, donc genre je sais pas, peut-être 3 jours avant la deadline, et une qui arrivait genre la semaine d'après, genre 4 jours après. Donc j'étais légalement entre guillemets hors délai, tu vois. Après, je sais pas si j'aurais pu gagner. Bah, c'est surtout qu'en fait, au final, les locaux, tu les as quand même achetés. Même si c'est pas le même acquéreur parce que c'est pas la même SCI. C'est-à-dire qu'en soi, t'as pas de préjudice. En fait, cette clause-là, elle vient réparer le préjudice du temps pour le vendeur qui a immobilisé son bien auprès d'un acquéreur et que finalement ce bien n'a pas été acquis, donc il y a une perte de temps pour le vendeur. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas puisque ça a bien été acheté. Donc totalement d'accord. Et en plus, tu veux savoir où même je me suis fait encore plus douiller, c'est que le mec, pour justifier que ça prenne encore du temps, 3 mois de plus, il me dit moi, à l'année, j'ai 10 000 euros de charges entre charges taxes foncières et charges de copro. Du coup, je dis écoutez, moi je suis prêt à vous les prendre au prorata, donc j'ai payé ça en plus. Il a même renégocié entre les deux en mode genre moi du coup le dossier se fait pas, ça m'arrange parce que j'ai eu une offre 10 000 euros de plus de quelqu'un d'autre. Moi, qu'est-ce que je fais? Tu t'alignes? Je dis écoutez, je suis pas à 10 000 euros, j'en ai besoin pour développer mes boîtes, j'en ai rien à faire, je m'aligne. Donc en fait, je crois que j'ai perdu 25 000 euros entre le séquestre plus l'alignement sur la nouvelle offre plus du coup le prorata de charge. Donc ça m'a fait très mal. La vache. Mais c'est comme ça. Donc ça a piqué. J'avoue que c'était une mauvaise expérience. Mais d'un autre côté, ça m'a dit quand tu fais surtout de l'investissement, lâche jamais l'affaire et mets le nez dedans. Fais pas confiance. Même si au final, je m'entends très bien avec toujours mon associé de l'époque avec qui j'aurais dû acheter, il y a aucun problème. Mais tu vois, je lui ai fait confiance et c'était pas mauvais de lui avoir fait confiance. Mais j'aurais dû avoir un œil dessus, ce que j'ai pas fait. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même, tu vois. Après, c'est pareil, l'agent immobilier qui faisait l'intermédiaire m'a dit, Hugues, moi, c'est pas compliqué, j'arrive sur la retraite, j'ai plus de 60 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Donc, il fallait que ça tombe sur moi, voilà, c'est comme ça. C'est pas de chance. Hein. Ah ouais, non, mais là, honnêtement, une histoire comme ça, j'avais jamais entendu. Tu vois, on lance le podcast sur les chapeaux. Ouais. Bon, en plus, c'est comme tu dis, c'est que t'as vraiment le côté un peu pas de chance que ça tombe sur toi alors que non, ça arrive jamais, et en plus, et de deux, t'es allé au bout de l'opération, quoi. C'est-à-dire que je connais bon. j'ai déjà rencontré des investisseurs qui m'ont raconté, par exemple, ils avaient signé un compromis pour un terrain et en fait, ils ont jamais eu les prêts, ils ont signé à chaque fois tu peux signer un avenant pour proroger ton délai nécessaire à l'obtention d'un prêt, et ils ont parfois traîné des vendeurs pendant 18 mois, tu vois, 1 an et demi. À la fin, ils ont toujours pas le financement et ils récupèrent leur séquestre. Donc, alors après, peut-être que j'ai été mal conseillé. Je suis peut-être pas allé au bout du truc pour récupérer mes sous. Après, eux, ils avaient fait aussi. J'avais fait étudier le truc par des gens du milieu. J'ai un cousin qui est agent IMO et tout, qui avait regardé le compromis. Il m'a dit j'ai jamais vu un compromis comme ça. Genre ils t'ont cadenassé, c'est une douille. Ouais. Il y avait genre 9 pages ou 10 pages de plus que ce qu'il y a normalement, tu vois, avec que des petites clauses SI, EMI et trucs. En gros, vraiment, c'était tout fait pour me douiller. Je te dis, c'est des mecs véreux. Ah ouais. Mais en plus, c'était hyper chaud parce que la signature finale, on l'a fait par visio interposée parce que c'était tellement tendu dans les échanges de mails et physiques que
En vrai, ça aurait pu déraper, Parce que je l'ai su, je l'ai pas su qu'il allait mettre une douille le jour même à la signature. C'est une connerie, je l'ai su genre du style un jour avant ou 48 heures avant de signer définitivement, où c'est l'agent IMO qui m'appelle et qui me dit voilà, je te l'annonce, il compte te la mettre comme ça. Donc après le jour J, il me l'annonce, mais j'avais déjà eu un son de cloche, donc je m'étais préparé. Et en gros, les notaires, ils ont dit on va le faire à visio parce que franchement, je pense que ça aurait pu déraper. Tellement énervé déjà que les fois d'avant, on s'était vu pour le compromis dans son étude notariale à Montpellier. Oui. Il était très très chaud parce que lui, clairement, c'était un énorme con de, tu sais, qui est sur la retraite et tout, et qui était hyper condescendant et qui était très très content de me reniquer sur le deuxième compromis avec les douilles qu'il m'avait mis, d'os des prix et tout. Enfin, il avait la banane, tu vois. Et du coup, on s'était pas serré la main vraiment. Enfin, bref, c'était très très tendu, tu vois, très très froid. Mais je pense que sur la fin, signature finale, ça aurait pu dégénérer parce que clairement là, c'est un manque de respect et le mec était content en plus. Il narguait de m'avoir entubé, tu vois. Donc là, clairement, j'aurais pu lui déchausser une ou deux dents, tu vois. Ça aurait été évité, ouais. Bah, surtout qu'en plus, c'est par rapport à la manière dont est fait le droit immobilier en France et la protection des acquéreurs, c'est quand même super. Enfin, vraiment un cas exceptionnel, quoi. Donc. Ouais. Après, je te dis, je t'assoue, je pense que j'ai eu un manque d'accompagnement là-dedans, hein, dans mon entourage. Ouais, j'étais un peu livré à moi-même et puis je me suis dit, ok, tu sais quoi, j'ai perdu, point final, je vais pas me faire chier. Et je pense que j'ai bien fait. Ça m'a permis d'évacuer le truc, de pas ruminer, de me refocus sur mon business. Et j'ai la chance d'avoir un business qui tourne très bien, donc 15 000 euros, ça se rattrape très vite. Bah oui, non, mais... Et le temps que j'aurais perdu dans des procédures pour aller chercher 15 000, ça m'aurait coûté bien plus d'argent de pas me concentrer sur mon activité, quoi. C'est sûr. Bon, mais en tout cas, peut-être juste je te demanderai tout à l'heure le nom du notaire parce que je les connais quasiment tous dans le coin, donc je suis assez curieux. Mais bon, je te le demanderai ça après l'épisode. Et c'est là où c'est quelqu'un de me spam, il dit ah putain le con. Ouais, tiens, bon, je suis un dossier avec qui. Ok, bon, moi je sais dans quoi je m'engage. Bon, mais merci pour cette anecdote. Je vais peut-être te laisser si tu veux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs après cette belle anecdote de notaire et d'acquisition immobilière. Ouais, pas de souci. Je m'appelle Luc, je suis dans 97. Voilà, actuellement j'ai 27 ans, mais en fonction de quand les gens l'écouteront, j'aurai peut-être 28 ou 29, ou bref, j'en sais rien. Je suis rennais, exilé dans le sud, donc breton. Les Bretons est toujours un peu fiers de glisser ça. C'est sûr, toujours un drapeau breton quelque part. Exactement. Après, quoi dire, je suis entrepreneur depuis longtemps, mais pendant que j'étais au lycée, enfin collège, lycée, je faisais des petits trucs de lycéen et tout, mais j'avais toujours ça dans l'âme, etc. Et je me suis lancé dès les études supérieures, pendant que j'étais en alternance sur ma première start-up, que j'ai pu revendre par la suite. Après, j'ai créé une agence de com spécialisée sur LinkedIn, qui était la première en France que j'ai revendue. Et là, je continue d'entreprendre dans différents modèles. Plus solopreneur, donc on pourra peut-être redévelopper ça, mais voilà ce que je fais aujourd'hui. Et à côté, donc du coup vraiment solopreneur, créateur de contenu et investisseur, même si je considérais pas que ça me prend encore énormément de temps, ça occupe un petit peu les journées, parce que quand t'as des biens immo, bah ça mieux que moi, faut les gérer, les machins, les trucs. La crypto, là, je dois déplacer mes fonds parce qu'il y a un exchange qui ferme en France, du coup, faut que je transfère les trucs. Voilà, j'ai vu la news ce matin, ouais. Donc bref, voilà, toujours, voilà, ça occupe bien les journées, mine de rien. Et ouais, mais sinon, activité principale, c'est soloprenariat. Donc j'accompagne en gros en solo, c'est le terme. Donc plutôt consultant des grands groupes sur leur stratégie digitale d'acquisition, genre La Poste, EDF, tu vois, des trucs comme ça. Je suis coach aussi en incubateur à XHEC, donc l'incubateur d'HEC pour les startups. Ouais. Et après, sinon, je fais donc de la création de contenu, donc ça rapporte aussi pas mal de fonds, à pas se mentir. Et dernier point, c'est la vente de formation en ligne, qui était mon dernier challenge là depuis 1 an où je me focus dessus. C'est en gros débroussailler un petit peu le secteur, tout documenter sur LinkedIn, parce que c'est totalement inconnu pour moi. Et essayer de documenter, de dire, bah, t'as une commu sur les réseaux, comment tu peux la monétiser. J'ai créé une formation sur un truc que je fais à côté depuis des années, qui est la vente de produits sur les marketplaces. Et là, pareil, voilà. Donc, activité, pas principale, mais annexe. Tout est un petit peu interconnecté, quoi. Ça fait peut-être beaucoup comme ça quand on écoute, on peut se dire, ouais, c'est brouillon, mais en vrai, au quotidien, ça se connecte assez bien, quoi. Bah, c'est vrai que ça fait pas mal de casquettes et pas mal, j'imagine, beaucoup de travail. Ouais, les journées sont remplies, mais j'aime bien ça. C'est impressionnant en plus parce que du coup on est de la même année de naissance et franchement c'est ultra impressionnant. Ouais. Vraiment. Ça c'est sûr, déjà bravo pour ton parcours, parce que nous on le voit, je trouve, dans notre génération, notre classe d'âge. Après c'est vrai que des fois ça évolue parce que bon quand tu
commences, on va dire, à évoluer, à créer ta boîte, tu finis par t'entourer parfois de gens qui vont un peu avoir tes centres d'intérêt, qui vont être parfois dans les mêmes secteurs d'activité ou qui vont faire le même chemin, on va dire, entrepreneurial là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu regardes globalement à notre âge, où en sont peut-être tes amis de lycée, etc. C'est vrai que c'est pas tous les jours que t'as, on va dire, des gens qui à 26, 27 ans ont créé plusieurs entreprises, ils ont déjà revendu et on a encore plusieurs en activité en même temps, quoi. Non, c'est sûr, je touche du bois, ça s'est bien goupillé. Les planètes se sont alignées. Donc ouais, c'est vrai que quand tu regardes dans le rétro, mais après voilà, si on compare, c'est vrai que c'est bien, mais après aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à vivre nos vies? Parce que sur le papier, souvent, tu sais, c'est demain tout le monde a envie d'être Elon Musk parce que ce que ça dégage, mais est-ce que vraiment on a envie de vivre la vie d'Elon Musk? Je suis pas certain, tu vois. Et je pense que déjà entre guillemets à nos petits niveaux, moi dans ma famille, dans mes potes, ils sont vachement à l'aise pour dire Hugues, c'est génial, ça donne envie, c'est cool, voilà, il y a plein de côtés assez sympas, surtout le côté financier. Mais par contre, nous se lever à 5h45 pour aller à la salle, à 8h être au boulot et rentrer à 20h30 5 jours sur 7, voire des fois 6 jours sur 7. Non, ça nous donne pas envie. Et puis en plus maintenant ça va parce que ça roule et je relâche la pression, mais mes 2-3 premières années c'était 7 jours sur 7 quasiment tout le temps parce que j'avais pas le choix, quoi. Surtout les 2 premières années. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus, surtout que même des fois ça peut même pas être une question de quantité de travail, parce que moi je le vois, j'ai des amis de promo, on a fait les mêmes études sup qui aujourd'hui ont des gros postes dans des boîtes ou qui sont avocats dans des grands cabinets qui finalement travaillent peut-être même plus que nous en termes de volume horaire, ce qui font facilement des journées de genre 9h, 2h du matin. Sauf que je pense quand même qu'il y a un truc un peu différent, c'est la charge mentale qui est parfois, je pense, pas la même, parce que finalement, quand t'as un job, même si tu peux avoir beaucoup de responsabilités dans ton travail, à partir du moment où tu le quittes, c'est un petit peu ta vie. Si du jour au lendemain tu quittes cette boîte-là, entre guillemets, tous les problèmes, toutes les responsabilités que t'avais, tu vas les laisser. Ouais, alors que c'est vrai que nous, dans nos cas, la charge mentale qu'on a et les défis qu'on a, en fait, il y a pas un moment donné où on peut les quitter. Enfin, si, on peut toujours tout revendre, repartir complètement de zéro. Mais je veux dire, les problèmes qu'on a, même quand tu quittes ton taf, quand tu vas te coucher la nuit, quand t'essaies de te détendre le week-end, ces problèmes sont toujours là, parce que c'est parfois des problèmes qui peuvent t'affecter directement toi en tant que entrepreneur, investisseur, ou dont les problématiques peuvent avoir des impacts assez forts sur ton patrimoine, sur tes futurs projets. Donc c'est vrai que moi je le vois surtout en termes de charge mentale, où c'est vrai que je pense que c'est pas possible pour tout le monde d'avoir une telle pression quotidienne, de se dire voilà, aujourd'hui si je règle pas ce problème-là, en fait ce problème il va me poursuivre pendant les prochaines semaines, quoi. Ouais, t'as raison, la charge mentale et puis même le rythme, hein. Le rythme, la longueur des journées, hein. Si t'es pas profondément animé et que t'as pas ça en toi, c'est comme un mec qui a pas envie de courir, tu l'emmènes sur un marathon, il explose. Là, c'est pareil, quoi. C'est de l'entraînement, il faut aussi aimer. Moi, j'adore ça. En fait, des fois, c'est tout con, mais je suis le dimanche, je m'emmerde. Parce qu'en fait, je me suis levé, je suis allé courir, voilà, j'ai regardé un film, et puis après, l'après, je dis, putain, c'est long, quoi. Je m'emmerde. Et là, tu vois, le dimanche dernier, j'étais fait le samedi. Là, on a une grosse journée de tournage de plein de contenu et tout. Il y avait pas ma chérie à la maison, parce que du coup, elle en a profité pour aller voir sa famille tant que j'étais pas là. Donc, j'étais tout seul. J'étais trop content sur le papier. Je me suis dit, putain, une journée tout seul, je vais pouvoir rien faire. En vrai, 2 heures, je faisais rien. Puis après, j'étais là, je tournais en rond. Je savais pas quoi faire. Et c'est même là où je me suis dit, là, il me manque une console pour que je puisse rejouer comme à l'époque, pour que ça passe le temps, parce que je m'ennuyais. Donc en vrai, voilà, moi j'adore qu'on travaillait pour combler ça. C'est une passion, quoi. Je comprends, parce que je peux avoir un peu le même défaut. Des fois, j'essaie de le soigner parce que je me doute que c'est pas du tout sain. Mais genre quand j'ai une semaine où j'ai géré beaucoup de problèmes, j'arrive le week-end en mode je vais me détendre, et en fait je suis là en mode attends, il y a plus de problème à gérer, c'est qu'il y a un truc qui va pas, j'ai dû oublier quelque chose, tu vois. Et je commence à me refaire le fil et à me dire mais tu vois, ça tu l'as pas fait, du coup faudra y penser pour le régler la semaine prochaine. Et au final tu te crées un peu ton cercle vicieux tout seul, où tu travailles tout le temps, parce que même quand tu ne peux plus ne travailler, en fait tu recherches à nouveau de la charge mentale, et parce que finalement tu deviens à l'aise là-dedans, et c'est plutôt quand t'as rien que tu te dis oula, il y a quelque chose qui va plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis t'as tout le temps envie de te challenger, s'améliorer, c'est un jeu un petit peu. C'est clair. Et du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, tout ce qui est ton enfance, etc., tu peux nous parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu as grandi? Est-ce que tu as des entrepreneurs autour de toi, dans ta famille, ou je sais pas, c'est une passion depuis le début? D'où ça bonne question. Non, j'ai eu la chance de côtoyer des entrepreneurs, parce que j'ai un oncle qui a vendu une boîte dans le BTP. J'ai mon père il a l'âme d'entrepreneur, il est un petit peu entrepreneur par lui, parce qu'il est conseiller en gestion de patrimoine indépendant, donc c'est profession libérale, donc il y a ce petit côté
d'indépendance et tout, mais c'est pas l'entrepreneuriat, start-up, je monte une boîte, machin et tout. Donc, j'étais pas exposé trop à ça. J'ai dû un petit peu le faire par moi-même, mais j'ai quand même eu la chance de côtoyer des gens qui avaient cette vision d'investissement, liberté financière, travailler pour soi et tout. Donc, déjà, ça m'a pas mal fait grandir. C'est une vraie chance, et je me rends compte maintenant, parce que je côtoie des gens qui sont partis vraiment de zéro, ou dans leur famille, tout le monde était salarié, jamais ils avaient été exposés à cette vision. Et tu vois qu'ils ont fait un vrai gros travail sur eux-mêmes pour justement sortir de ce cadre-là, alors que moi, je l'avais déjà plus ou moins. Et je vois la différence avec des gens qui sont nés dans des milieux parisiens où l'oncle, le père, la mère, ils ont tous des boîtes et des empires. En fait, leur cerveau, il est pas fait pareil. Ils réfléchissent directement beaucoup plus loin, beaucoup plus d'ambition, beaucoup moins peur du risque. Enfin, et du coup, tu dis, OK, on n'est pas parti sur les mêmes bases. Mais non, sinon, après, milieu très très bien, hein, classe moyenne supérieure française. Mon père, très 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 beau poste avant qu'il soit indépendant. Ma mère, elle travaillait pas, ou à côté, comme ça, de son côté, parce qu'elle, du coup, elle a pu m'élever. Donc, on a vécu dans la campagne de Montpellier. Je suis fils unique. Donc, vraiment, ils se sont bien occupés de moi. Vraiment, ils m'ont chouchouté. Ils m'ont mis sur des bons rails. Tu vois, ils m'ont toujours dit, Hugues, nous, on va t'amener comme une fusée en orbite. On va te propulser. On va tout te régaler jusqu'à temps que t'aies fini tes études. Et après, c'est terminé. Mais c'est-à-dire, c'est pas régaler en mode... Toi, j'ai fait école de commerce, donc je peux comparer, mais il y en a qui avaient genre 1 000 euros d'argent de poche par mois, enfin des énormes dingueries. Moi, ça a toujours été, on te loge, on te paye tes études, on te file. Pour te dire, j'avais 40 euros de poche par mois, parce qu'en fait, j'avais rien à faire. Ils me payaient ma bouffe, mon appart, et j'avais juste à aller en tram à l'école. Donc, j'avais pas besoin de fonds. Donc, ils me filaient 40 balles pour que je fasse un ciné avec mes potes et manger un tacos et aller boire une bière une fois dans la semaine. Mais c'était tout. Et si je cramais, tu vois, tous les étés, à partir de 17 ans, je travaillais. Dès que j'ai pu, j'étais en alternance parce que, voilà, pour payer les études et pour pouvoir avoir mon salaire et tout. Donc, je trouve que j'ai beaucoup aimé l'éducation qu'ils m'ont donnée, on t'aide parce qu'on a les moyens, et ça serait complètement con de pas t'aider et te dire, vas-y, démerde-toi tout seul à 200%, ou entre guillemets, tu tires un petit peu une balle dans le pied, parce que le rythme il est hyper dur à absorber, comme on voit des étudiants travailler chez McDo de 5 heures à minuit et demi le lendemain matin. Enfin, tu vois, c'est hyper dur, et malheureusement, ils ont pas le choix. Donc moi, ils m'ont épargné ça, et je les remercie. Mais je remercie aussi le fait qu'ils m'aient pas, après, ils avaient pas aussi, attention, c'est classe moyenne supérieure, mais c'est pas, et mon père, il devait gagner, 75 000 euros à l'année tout seul. Et ma mère, 0. Donc, tu lis, c'est tout, ça fait des bons revenus, mais classe moyenne, voilà, super, rien de non plus transcendant. Oui. Quand tu vois la donc, surtout, voilà, exactement, avec la fiscalité. Donc, non, pas à plaindre, vraiment très très bien lancé dans la vie. Et il m'avait dit, voilà, nous, on va essayer de te mettre en orbite. Après, c'est toi qui feras tes choix, et tu te démerderas comme un grand. Et puis, en gros, il m'a un peu élevé à l'américaine, mon père, vraiment. C'est jamais bien, c'est jamais assez. J'ai toujours fait beaucoup de sport. C'est très très rare les fois il m'a dit t'as été bon. Souvent c'était pas mal, mais tu peux mieux faire. J'ai fait de l'athlétisme et j'ai explosé. Ça a pas duré longtemps parce que je détestais ça, j'ai arrêté, mais j'ai explosé vraiment toutes les courses. Je faisais de la course à pied. On pouvait toujours mieux faire. Et en fait, j'en souffrais, mais je pense qu'il m'a un peu matrixé. J'ai l'impression que c'est dans mon code génétique maintenant, où je suis un éternel insatisfait. Je suis jamais content. D'ailleurs, c'est peut-être des fois un peu chiant pour mon entourage ou quoi, et même pour moi, parce que je me satisfais jamais de ce que vraiment j'arrive à faire. Et du coup, j'essaie toujours de faire plus. Un peu à l'américaine, quoi. Toujours aller plus loin, rien impossible, on travaille, on se donne. Donc j'aime beaucoup, mais ça rejoint un petit peu ce côté que tu disais tout à l'heure, Julien, de un peu, des fois, c'est toxique. Tu vois, de pas arriver à se poser, de jamais se satisfaire, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je disais toujours, si demain j'arrive à faire 1 500 euros ou 2 000 euros tout seul en solo, dinguerie. La plus grande richesse, elle sera accomplie parce que je serai libre et je peux vivre. Et en fait, maintenant, je suis à des années-lumière de ça, et pour autant, est-ce que je suis fondamentalement plus heureux? Peut-être un tout petit peu, parce que ça sécurise l'aspect financier. Mais pas, tu vois, pas plus que là. Je suis quelqu'un de très heureux dans la vie parce que je le décide et c'est mon tempérament, je suis optimiste et je crois que la vie, entre guillemets, a pleine dents. Mais tu repousses toujours tes limites. Tu vois, maintenant, je suis arrivé à certains seuils, et encore plus, et encore plus, et encore plus. Je vois, c'est que en fait, c'est plutôt l'accomplissement qui te permet finalement de progresser, que tu es dans la recherche perpétuelle d'augmenter finalement tes réussites un petit peu. Par exemple, si on revient dans le sport, peut-être tu avais couru un triathlon en temps et tu veux forcément faire mieux, et même quand tu auras fait mieux, tu diras c'est quoi la prochaine étape, quoi. Ouais, c'est ça, tout le temps.
Et je pense que c'est aussi pour ça que l'entrepreneuriat, c'est mon nouveau sport, où en gros, tu fais tant, et après, tu veux faire tant, et puis tant, et puis tant, et voilà, c'est un jeu, en fait, hein. Et moi, je suis à un tout petit niveau, tu vois, mais des gros entrepreneurs que j'ai la chance de côtoyer, ou je côtoie encore, je leur pose des fois la question, je dis, mais attends, t'as vendu 2 licornes? Par exemple, on peut prendre l'exemple de Guillaume Lestrade, qui j'échange souvent, tu vois, c'est le mec qui a cofondé Mirou, après il a fait Lito et tout. Je Il a connais. vendu 2 boîtes valorisées à plus d'1 milliard. Et la dernière fois, je disais, mais pourquoi tu t'emmerdes à refaire une start-up, à lever des fonds, à avoir la pression des invests et tout, alors qu'en vrai, mais t'as fini le jeu. Et 2 fois en plus. Ouais. Et même lui disait, je sais pas. Oui. Je sais pas, là, je repars à zéro dans un truc qui marche un petit peu moins bien, où on arrive à moins craquer le modèle. Du coup, tu recommences à douter. Tu dis, ah, bah, finalement, je suis peut-être pas si bon que ça. Mais quoi? Mais va jouer au golf et amuse-toi, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, je pense que c'est un jeu, c'est comme au Monopoly, tu continues d'amasser parce qu'après, c'est même plus une question d'argent. Mais je pense de l'extérieur, les gens, ils peuvent pas trop le percevoir quand ils sont pas dans le truc. C'est juste un jeu. C'est l'évolution humaine, en effet, pour se développer et pour améliorer le truc. Et en fait, on s'améliore et l'argent, c'est une conséquence. Mais ce qu'on cherche, c'est juste refaire, améliorer, faire mieux. Derrière, ça tombe, mais je crois qu'après, il y a plus l'aspect financier qu'on chasse, même si c'est un peu la métrique d'amélioration, malheureusement, mais. Puis ça paraît un peu cohérent parce que finalement, bah, tu progresses, t'arrives à faire plus. C'est un peu le truc de pourquoi s'arrêter, parce que finalement, ça devient un peu une part de toi-même. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu rythmes ta vie, c'est ça qui te permet un petit peu de progresser, d'avoir toujours de l'attrait, finalement, de se lever le matin parce que tu restes avec des objectifs. Si du jour au lendemain t'arrêtes, en fait, t'as plus trop d'objectifs, ou alors il faut arriver dans sa vie à remplacer ça complètement. Je sais pas, peut-être élever plusieurs enfants, ou je sais pas, quelque chose qui pourrait t'occuper suffisamment pour que tu te dises bon, ouais, c'est bon, les startups, j'y touche plus. Mais ça, enfin, pour quelqu'un qui a y passé une bonne partie de sa vie et tout, ça doit être compliqué à faire comme choix. Ouais. Et au niveau de tes études, qu'est-ce qui a fait que t'es parti en école de commerce? C'était par choix? Tu savais déjà que tu voulais entreprendre et que t'avais des projets de start-up, ou un peu au hasard et finalement ça c'est on va dire la fibre est arrivée plus loin? Est-ce qu'il y a eu un déclic de ce côté-là? Ouais, non, j'avoue, sur ça, moi, c'était assez limpide dès le début, hein. Dès que j'étais au primaire, je savais que je voulais être entrepreneur. Je savais que je voulais travailler dans le commerce. Enfin, en gros, mon père, clairement, il avait décelé, tu sais, il me disait, bah, de toute façon, si t'as cette fibre-là de liberté, t'as le bague où t'aimes bien vendre, parce que dès tout petit sur les marchés, j'achetais des cartes Pokémon sur les stands voisins, je les revendais sur mon stand plus cher parce qu'il y avait plus d'offres compotées, etc. Enfin, je savais que j'avais ça en moi. Je pense que mes parents l'avaient vu. En gros, c'était assez clair. Et moi, l'étude tracée, c'était bon. Lycée, j'aurais voulu faire bac ES à l'époque. Bon, je crois que maintenant ça a changé, mais bac ES parce que pour moi c'était économie sociale et ça allait bien. Et en vrai, mon père a dit, tu sais quoi, fais S. Au moins, tu t'ouvres toutes les portes. Et de toute façon, ça changera pas grand chose. Tu feras une école de commerce derrière. J'ai fait l'école de commerce. Enfin, voilà, il y a pas eu trop de questionnements sur cette partie-là. Peut-être le truc que je regrette, c'est d'avoir fait S. Je me suis fait chier au lycée pour pas grand chose, mais je pense que j'aurais fait S, je me serais fait chier aussi, hein, parce que clairement, ça devait pas être transcendant non plus les programmes. J'ai eu exactement le même parcours là-dessus, et après réflexion, oui, je pense que ES, S, finalement, il n'y avait pas tant de différence. En tout cas, ça aurait été le même résultat à la fin, quoi. Ouais, clairement. Donc, non, voilà. Et après, école de commerce. Bon, moi, pareil, je voulais faire plutôt de base DUT, licence, et après arriver sur les programmes grandes écoles de master. Oui. Et mon père m'a dit, tu sais quoi, t'es pris en école de co, on sait jamais ce qui peut se passer. T'as déjà le pied dedans, ça sera plus simple pour continuer en master parce que t'as les concours internes qui sont assez légers. Et il m'a dit, la vie, des fois, on la contrôle pas. Si t'arrives en licence et que t'arrives pas à faire les concours passerelles pour X ou Y raison, tu te boufferas de pas de devoir s'arrêter maintenant en bac+3. Écoute, comme on t'a dit, avec ta mère, on va te payer tes études. Rentre en bachelor. Donc, c'est un peu la voie, il y a des hubs quand même, puisque tu payes un peu ton diplôme, on va pas se mentir, sur la partie licence, et après la partie du coup master, alternance, là pour le coup qui est quand même beaucoup plus solide, donc j'étais à Montpellier, donc une top 10 française, quoi. Mais bon, ça c'est pareil, hein, les cours après dedans, rien de transcendant, mais le diplôme, c'est vrai que les boîtes achètent ça. Enfin, je sais que notre diplôme, tu vois, il est reconnu. Demain, je trouverai facilement parce que oui, t'as un parcours école de commerce top 10. Et puis t'as souvent un peu l'aspect réseau aussi, c'est-à-dire que t'as tous les anciens qui après sont dans des boîtes, et puis ça peut coopter plus facilement. T'as aussi ce côté-là. Ouais, c'est vrai. Mais même sur le diplôme, hein, je m'en souviens dans mon ancienne boîte, en alternance, il me disait, Hugues, on va plus se faire chier à prendre d'autres écoles, à prendre que des MBS, parce qu'en fait, on voit la différence, je sais pas, ils avaient l'impression de la sentir, en mode, bah, quand tu fais des concours, c'est couillon, mais bon, d'un autre côté,
si tu tries, donc forcément t'arrives avec même si j'ai pas l'impression qu'il y avait des tronches spécialement où j'étais et les cours étaient un peu claqués, bah t'as quand même des gens qui ont fait des concours et qui sont passés au-dessus des autres, donc t'as quand même une population qui est peut-être plus adéquate à être performante après, j'en sais rien. Mais en tout cas le diplôme assez reconnu, et après c'est pas non plus un diplôme énorme, on n'est pas une top 3, on n'a pas fait HEC, ESSEC ou EDEC, hein, donc mais en tout cas voilà le parcours. Ok. Et quand t'as fait ton alternance, du coup, ça t'a plu ou au contraire, tu t'es dit le CDI pas pour moi, je me casse. Ah si, justement, j'ai adoré, vraiment, j'ai adoré. Ça a été un gros choix difficile de partir, parce que même si je Ouais. savais qu'au fond de moi, je voulais vraiment entreprendre, vraiment, l'alternance, moi, ça a été une révélation. Parce que depuis tout petit dans la famille, je t'ai vu comme, ouais, t'es le fils d'Arnaud, t'as un bagouille, on le sent, tu parles bien et tout, vraiment, tu t'exprimes bien, tu présentes bien et tout, tu vas faire un massacre. En sales, en commercial, tu seras une machine, vraiment, tu vas tout casser. J'avais fait des stages dans la boîte de mon oncle et tout, et mon oncle il disait, c'est dingue, j'ai limite envie de te prendre à 17 ans parce que mes commerciaux ils sont nazes, tu vois, et je suis quasiment sûr que tu ferais mieux dès maintenant. Et donc tu vois, j'avais un peu cette pression de me dire, ok, j'ai l'impression qu'il me voit comme un spécimen de la vente, alors qu'en fait, bah, quand t'as 17 ans, 18 ans, tu sais pas trop. Ouais. Et donc, j'arrive en alternance dans un poste de sales, et là, je suis nul à chier. Vraiment catastrophique. D'ailleurs, à tel point que dans ma boîte, c'est jamais arrivé, et je crois que depuis que je suis parti, c'est jamais arrivé encore. On a 3 semaines, parce que du coup, j'étais dans un SaaS, donc une boîte de logiciels informatiques. Donc, il faut que tu apprennes ton produit, que tu fasses ta démonstration de vente à notre responsable commercial. Et genre, tout le monde la passe, tu vois, normalement, parce que bon, t'as 3 semaines et c'est quand même pas sorcier. Et moi, je suis le seul mec qui est pas réussi. Tu vois, pris par l'enjeu, je sais pas, c'est le genre de truc que je déteste un peu, cette notion de réciter, où je suis pas en feeling, où c'est du fake, il joue le faux client et tout. Je déteste ça et j'étais pas du tout à l'aise. Et je l'ai foiré. Et c'était du jamais vu. Et pour te dire, je suis rentré sur le poste d'alternant avec une autre collègue qui s'appelait Marie. En même temps, on avait tous les deux le même taf. Mais franchement, sur les 3-4 premiers mois, elle me met un trou gigantesque. Je suis naze. Mais dans mon tempérament, je dis ok, je lâche rien. Je restais vraiment tous les soirs bosser. J'ai appris le produit comme un dingue. Ce qui fait qu'en fait, je rattrape vite le retard. Après, je fais mes preuves. Et au bout de la première année, en fait, normalement, ils confient jamais ça aux alternants parce que nous, on était, je sais pas, c'est un peu compliqué, mais il y a des SDR, il y a des sales. Donc, en gros, les SDR, c'est des sales, mais en amont, tu qualifies et après, tu places ton rendez-vous de vente à un sales confirmé qui va vraiment signer. Donc, en gros, c'est eux qui gèrent un peu les pépettes, tu vois. Et nous, les alternants, on devait faire ça avec d'autres gens qui étaient en CDI et jamais normalement un alternant il prend un portefeuille client parce que c'est trop de responsabilités, trop d'enjeux pour la boîte et t'as une semaine de cours où t'es quand même pas là donc t'es pas censé gérer le truc. C'est sûr. Bon, comme je faisais des putains de perfs et qu'en plus sur les salons normalement j'y allais en mode support où je devais rabattre les gens dans les allées sur les stands physiques et tout, qu'en fait je les chopais et je les amenais au poste et je faisais la démo et tout et que mon responsable il voyait ça. Il y a eu un mec en CDI qui s'est barré sur l'été, ils avaient pas prévu ça parce qu'ils avaient été un peu pris de coup, ils ont dit tu sais quoi, plutôt que de recruter, on va te faire confiance, on va te filer un portefeuille, on te monte avec les sales. Donc je me retrouve avec un portefeuille pour ma dernière année et là ça se passe super bien. Je finis au bout d'un an quand je pars, je suis 3e vendeur de la boîte alors que j'étais en alternance. Et en plus j'avais le plus petit portefeuille client parce qu'il m'avait filé le plus petit truc. Oui, bah oui, c'est sûr, c'est vrai. Hein. C'est vrai que t'étais en alternance, vous n'avez pas donné non plus j'imagine le portefeuille avec les clients en plus gros enjeux, ça aurait été un peu. Mais pour moi, tu vois, révélation. Parce que vraiment, ça a été la première fois de ma vie où je me suis senti utile. Oui. 2 compétent, parce que avant c'est beaucoup de oui, si, mais tu vas le faire et tout, c'est dingue, t'as ça dans le sang ou quoi, mais bon, ça c'est bien beau, mais en vrai, c'est que des paroles, tu vois, tu le sais pas. T'as rien prouvé, c'est sûr. Et là, je me suis vraiment révélé à moi-même, j'ai pris confiance et tout, et c'est même ça en fait qui m'a permis de me lancer après dans l'entrepreneuriat beaucoup plus sereinement, parce que je me suis dit, ok, je suis capable. Ouais, des choses Je suis un peu un diesel, je mets toujours du temps à comprendre, voilà, j'ai jamais été le meilleur de ma classe, soit je suis pas brillant, mais par contre, je suis un travailleur, donc je suis un peu un besogneux. Au début, je suis un peu un sgeg. Clairement, dans tout ce que je touche, je suis moyen, voire même moyenne basse. Oui. Mais j'ai faim. Donc, t'as la hargne à chaque fois te dire bon, ok, je pars pas avec les meilleures armes, mais laissez-moi quelques semaines pour les aiguiser et après ça va découper, quoi. Exactement. Et dans tout, c'est ça qui m'excite, c'est de partir bas et monter. Et même dans le business, ça se traduit pas par rapport du coup aux autres humains, mais plutôt je suis très très fan de prendre une boîte de zéro, de la monter sur un point où on va dire qu'elle peut commencer à s'automatiser.
Oui. Et là, mes 2 reventes de boîtes, c'est ça, c'est qu'en gros, à chaque fois qu'on arrive à un moment où on a fait le plus dur et maintenant c'est que j'ai envie de dire de la routine, du process, du recrutement pour scale, etc. Bah ça m'intéresse beaucoup moins. Je prends beaucoup moins de plaisir. J'aime ce côté 0 to 1 Ouais. challenge où voilà, il y a arracher le bitume, on y va, il y a plein de trucs à faire et tout. Et dès qu'on a compris que c'est bon, on sait où on va, maintenant c'est que on pilote, on prend moins de plaisir. Et comment ça t'est venu à l'esprit du coup la première idée de boîte que t'as eue? Parce que je crois que du coup t'en as eu 2 et comment tu te dis ouais en fait ça c'est une bonne idée, vas-y je vais tout miser là-dessus et je monte une boîte là-dessus. Ouais, J'imagine que si t'étais 3e meilleur vendeur, la boîte a voulu te garder. Ouais en plus. Ouais, c'est vrai. Non, ils m'ont fait quand moi je leur ai dit que je voulais partir, tu sais, on a des rendez-vous au trimestre avec les managers. Ils me disent, ah non, attends, start-up, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Regarde, là, on te propose un CDI et tout, tu veux quoi comme offre? Normalement, c'est t'as des grilles et ils me disent, ouais, normalement, quand t'es alternant, quand on recrute quelqu'un, ça part à ça. Après, nous, on peut dire, bon, t'as fait quand même 2 ans, t'as fait tes preuves, on peut te proposer ça. Je dis, non, mais les gars, je pars. Après, 3 mois après, ils reviennent, ils disent, bon, écoute, on peut te proposer ça. Je dis, non, mais c'est pas une question d'argent, je pars. Hein. Le monde de partir, ils disent, attends, on a bien réfléchi, on peut te proposer ça. Mais c'est pas une question d'argent, je pars. Et l'offre, et l'idée, comment je l'ai eu, en gros, je travaillais à Emarg entre Nîmes et Montpellier. Oui. Donc, t'as le siège monde de Royal Canin, t'as Éminence, on était 500, enfin, en gros, t'as 8000 salariés, et Emarg, c'est pas non plus une grosse ville, c'est une petite bourgade, t'as 5-6 restos, quoi. Et tous les midis, on passait notre pause déj à faire la queue au restaurant, alors qu'on savait déjà ce qu'on voulait, parce que tu connais la carte de tous les restos par cœur au bout de 2 ans, quoi, enfin, très rapidement même, au bout de quelques mois. Donc, quand tu manges dehors, tu sais dans quel resto tu vas aller, tu sais ce que tu vas manger. Et tu passes quand même ton temps à faire la queue parce qu'il y a tout le monde qui débarque dans les restos. En même temps. Et moi, je me disais, putain, c'est quand même fou. Dans les villes, t'as Deliveroo, tu peux payer à 9h si tu veux, tu seras livré à midi, et il y a pas ça à la campagne. Et je me suis dit, vas-y, il faut qu'on digitalise les milieux un petit peu plus ruraux. Les restaurants, ils foutent leur carte sur notre app en ligne, on fait du click and collect, moi je paye à 10h, au moins le gars il reçoit déjà ses fonds, le restaurateur il peut déjà être payé, donc il est sûr de préparer sa commande avec les fonds qui sont sur son compte, il anticipe ses commandes, et quand moi j'arrive, c'est déjà prêt, et à midi je coupe la file, je récupère ma commande, et je profite de ma pause déj, et je prends le temps de manger, et tout le monde est content, tu vois. Et donc on est parti sur cette idée-là, et c'est pour ça qu'on a créé Foodr, qui était une marketplace en gros dédiée au click and collect, où de base on voulait référencer tous les restaurants un petit peu dans les zones rurales, puis en fait on s'est aussi mis à la ville, et en gros on référençait tous les restos, et n'importe qui pouvait commander sur l'app à n'importe quelle heure de la journée, indiquer son heure de retrait, il l'avait payé, le restaurateur pouvait préparer tout. Ça c'était en 2019. Donc à l'époque c'était assez novateur, ça existait quasiment pas. Maintenant c'est un peu has-been, parce que bon, click and collect tout le monde connaît, puis bon, la livraison a raser un petit peu, j'ai envie de dire, tout ça. Mais c'est marrant que tu dises qu'en 2019 c'était assez novateur, parce que moi aussi j'avais eu une idée de business en click and collect à l'époque. Alors bon, moi c'était complètement sur autre chose, c'était sur des croquettes pour chiens, et mais c'était un peu cette idée-là de se dire mais en fait la livraison c'est bien, mais bon, ça t'as quand même des frais de livraison, et en soi un petit peu ce que t'as envie aujourd'hui, c'est de pouvoir payer en ligne, commander parce que tu sais déjà ce que tu veux, et en fait tu veux que quand t'arrives t'es juste à le récupérer, et peut-être limite comme un drive quoi au final. Ouais, exactement, c'est la vision du drive. Et après le mieux c'est de se faire livrer, même si tu veux, il y a des frais et tout, mais il y a des zones où tu vois Uber ils sont pas Emarg, parce que tu vas pas les mettre une fois pour 2 restos. Donc en fait il y a des zones où ça peut pas s'appliquer, et pour autant t'as quand même des besoins de digitalisation. Et donc du coup on part sur cette idée là. Ça se passe bien. Mon associé c'est un dev, du coup on n'a pas de coût, on y va comme ça avec nos fonds propres. Il développe l'app, on y va force du poignet, je démarche des restos, je mets des flyers, des machins, des bidules. Et puis il y a le Covid qui passe par là, donc énorme accélération sur le premier confinement, parce qu'au début il y avait que le droit au click and collect à livraison. Donc là la boîte elle prend vraiment un très beau tournant. Et après le deuxième confinement nous fera plus de mal, la fin 2020 début 2021, puisque là on a couvre-feu qu'il n'y avait pas au premier. Je crois que de mémoire à 17h30 ou 18h on pouvait plus bouger, donc en vrai click and collect t'as personne qui vient chercher sa bouffe à 17h, tu vois. Ah oui, non, c'est sûr. Tu manges un truc chaud, 17h, non. Donc en fait, là c'est la livraison qui a gagné, et ça a un peu rasé le truc. Donc là on a pris pour le coup un énorme ralentissement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai toujours tout documenté sur LinkedIn dès le premier jour. Parce que je m'étais dit, il y a 99% de chances que dans 2 ans je pointe à Pôle emploi, parce qu'en vrai, on va pas se mentir, le milieu de la startup c'est dur, il faut quand même être réaliste, hein. Je suis pas un génie, donc j'avais faim, mais bon, à un moment donné, tu peux pas aller contre les stats. Donc j'ai tout documenté dans l'objectif de me dire, si je dois me représenter face à un employeur, faut que je puisse justifier d'une vraie expérience et montrer que je l'ai vraiment fait, et pas juste en mode j'ai pris 2 ans à rien foutre avec mon chômage
et je t'invente une histoire que j'ai entrepris parce que ça fait joli sur le CV. Donc je me suis dit, il va falloir que je puisse prouver rien de mieux que LinkedIn pour montrer vraiment des chiffres du concret. Ok, donc à la base, quand t'as commencé ça sur LinkedIn, c'était dans une optique de te dire si je dois retrouver un job derrière, Ils au ont moins j'ai de la data, j'ai de quoi vraiment le prouver. Parce qu'en plus, moi, je viens d'un milieu pur sales, tu vois, vraiment, je ne jurais que par ça. J'étais matrixé par ça. Pour moi, dans mon ancienne boîte, le pôle marketing, ils étaient 20, mais ils se touchaient fort, tu vois. Ils faisaient des petites pochettes, ils nous faisaient des petites signatures pour les mails. Enfin, je me disais, vas-y, mais ils brassent de l'air, tu vois, mais si nous, les sales... De l'argent, ils en rapportent pas, ouais, c'est... Non, mais je me dis, si les sales, on n'est pas là, mais nous, on fait tourner toute la boîte, tu vois. Le gros boulard du mec, tu vois, je me dis, on est les cadors, si ça nous enlève, nous, il y a plus personne. Donc, en fait, au début, je poste sur LinkedIn, c'est vraiment dans cette optique-là. Et en fait, je sais pas, à cette époque-là, pareil, LinkedIn 2019, t'as personne qui crée du contenu, c'est une CVTech, en France, on doit être 4-5. Et donc, rapidement, il vend un peu de fraîcheur pour ceux qui se connectent sur la plateforme, il y a un truc à suivre. Je crée une communauté autour de ça, et petit à petit, les gens, ils posent des questions, ils se prennent au jeu, il y a plein de likes, tu sais, t'es pris sous la dopamine des likes, des commentaires. Oui. Bon, vas-y, je vais en refaire un la semaine d'après, puis c'est devenu une routine de faire un par semaine. Et en fait, rapidement, au bout de 3-4 mois, je m'aperçois que mon posting de la semaine, il me rapporte plus de business que toutes mes autres actions que je vais aller faire physiquement dans la rue, tu vois. Parce que du coup, ça te permettait de prospecter parce que soit des restaurateurs te voyaient directement, soit des gens ont parlé avec leurs restaurateurs par le... Ouais, c'est ça, ouais. Ou LinkedIn. Okay. C'est ça. Puis même, on avait des téléchargements à chaque fois, on avait un pic de téléchargement de l'app suite à un post LinkedIn. Oui. Tu vois, puis même, je passais dans les médias. Je fais pas mal de radio à cette époque, Covid, machin, et puis je passais dans il y avait pas mal d'articles de presse qui avaient été faits sur nous à l'époque en mode une jeune startup montpelliéraine vous offre une solution contre le confinement. Enfin, pas mal de trucs, tu vois. J'étais en mode, oh, putain, de dinguerie. Et de fil en aiguille, ça marche pas mal et je me fais approcher par des écoles, des boîtes, des incubateurs pour commencer à faire un petit peu des coachings, des conférences sur comment on peut utiliser LinkedIn pour en faire du business, que c'était c'était intriguant à cette époque. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu limite presque normal. Mais à l'époque, complètement nouveau de dire, putain, il y a un mec là, il arrive vraiment à développer sa boîte avec LinkedIn, quoi, avec juste parce qu'il fait des posts, tu vois, comment il fait. Donc, je commençais à faire des coachings, des cours là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça s'accélère, j'en fais de plus en plus, je commence à prendre en freelance à côté des boîtes où j'écris des posts pour eux. OK. Des posts LinkedIn, parce que en vrai, on va pas se mentir, avec la startup, on se payait pas, hein. Moi, je vivais avec mon chômage et mon associé était étudiant, donc il vivait en tant qu'étudiant. Et vous aviez des coûts, vous aviez quand même des coûts sur la startup, j'imagine, au moins en marketing peut-être ou... Ouais, marketing très peu, parce qu'on faisait beaucoup d'organique, mais t'as quand même des coûts de serveur, t'as des coûts de Stripe, de trucs, donc même si au final ça te prend sur ton CA, c'est quand même des coûts. Puis nous, on était quand même sur de la commission, donc en vrai, tu vois, on avait 10%, je crois, à la fin, on est monté à 20, mais en vrai, même sur un mec qui va commander sur 20 balles, je prends 4 euros, Stripe, ils prennent tout de suite les 75 centimes de base, plus 2% 25, plus, bon, en fait, c'est pas beaucoup, tu vois, il t'en fait vraiment beaucoup pour vraiment arriver à faire un truc. Donc, à côté, je me mets en freelance, je commence à faire mes posts LinkedIn. Là, tout de suite, c'est de la presta, donc, tout ce qui rentre, c'est cash, c'est net. Oui. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on doit se retrouver, genre, en janvier ou février. Je crois que je dois commencer à gagner 1000 ou 1500 euros par mois, moi, à côté en presta. Voyant le confinement, la boîte est ralentie fort parce qu'il y a le couvre-feu. Je regarde Flo, je dis en vrai, franchement, Flo, il y a un autre point sur lequel on n'a pas parlé, mais il faut qu'on en parle. Le milieu de la restauration, l'enfer. Moi, avant, dans ma boîte, j'étais en B2B, logiciel SaaS. On vendait des trucs high ticket, des process de vente moyen long terme ou des trucs qui rapportent 100 000, 200 000 euros par an. Là, tu te retrouves avec des restaurateurs. C'est gratuit pour eux, mais ils te cassent quand même les couilles parce que oui, peut-être ça va les gêner, ils vont perdre du temps. Mais oui, mec, je t'apporte du business. C'est gratuit, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'en termes de SAV, c'est pas la même, quoi. Ils pinaillent et tout, et puis t'es là, tu fais les comptes, tu dis, attends, moi je parle à des mecs qui sont pas digitalisés, il y a un choc des cultures, et on n'est pas du milieu de la restauration, où eux, leurs problématiques, on les comprend pas et tout. Enfin, en gros, je m'éclatais plus. Là, je comprends, puis en plus, j'imagine t'as toujours celui qui doit arriver, genre par exemple, je sais pas, si ta commission c'est 10%, t'as toujours le restaurateur qui se dit non mais bon, moi je veux une commission à 8,5, tu vois, t'es là, mais non, nous en fait notre offre c'est 10 parce que c'est 10, tu vois. Et du coup t'as toujours celui qui veut négocier derrière, tu perds du temps, finalement tu closes pas, ou tu le closes, finalement il après t'offre encore un retour, et finalement tu te retrouves avec des clients qui te font perdre du temps, qui t'empêchent de prospecter des nouveaux derrière, quoi. T'as ça, et ça j'ai envie de dire, franchement, c'est même pas le plus chiant parce que à la rigueur, tu fais le dos rond et je perdais pas trop de temps avec ceux qui veulent négocier. Tu veux 8 ou 10, allez, vas-y, prends 8, c'est pas grave. J'étais dans une logique vraiment de mettre beaucoup d'offres sur la plateforme, mais ce qui, par contre, casse la tête, c'est que
quand tu fais un remboursement, par exemple, à un client sur Stripe, ça va te coûter 7 balles. Alors que toi, t'as pris 2 euros. Et par exemple, ce qui est usant, c'est que les mecs, en fait, c'est pas des businessmen. Ils en ont rien à foutre. Tu leur installes l'app, ils ont un bouton pour se mettre en off quand ils sont pas là, ou si demain, pour X ou Y raison, ils prennent un jour de pause ou quoi. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Ils y vont pas. Du coup, t'as des gens qui commandent et t'as des gens qui se pointent devant le restaurant, qui nous appellent au support. Bonjour, on a commandé chez tel restaurant, mais là, on est 4-5 clients devant la grille, on a commandé avec Foodeur et en fait, le restaurant, il est fermé. Comment ça, il est fermé? Du coup, nous, on appelle les restaurateurs, mais vous avez des commandes et tout, vous êtes fermés? Ah oui, oh, on vous a pas dit, c'est vrai, mais aujourd'hui, ouais, on était pas très bien, on n'ouvre pas et tout. Et donc, toi, t'es là en mode, mais quelle bande de cons. Donc, on rembourse les gens. Donc, en fait, tu vois, t'es en perte sèche, mais même les pertes, on s'en fout, c'est pas grave. Dans un modèle startup, tu sais que pendant 5 ans, ça va être dur. Tu travailles pas pour 5 euros, on s'en fout. Mais c'est juste que je me disais, vas-y, en vrai, jamais on va arriver à faire un truc là-dedans. C'est un milieu, c'est des artisans, en fait. Ils ont pas envie de gagner de l'argent et ils sont là parce que ça leur remplit le frigo. Ils sont leurs propres patrons, mais ils ont pas envie de développer, tu vois. En fait, nous, on est là parce qu'on sert à rien. Ils ont pas la bonne vision pour que notre truc puisse se développer. Puis après, il y avait, voilà, on comprenait pas aussi le secteur, on n'était pas du secteur. Voilà, j'étais peut-être pas aussi bon, hein, clairement. Hein, j'ai ma grosse part de responsabilité. Parce qu'il y avait quand même, je pense que sur la masse de concurrents de l'époque, il y en a un seul qui a réussi à prendre le marché. Tous les autres sont morts. On devait être 7-8. Donc, et même ceux qui réussissent, je crois pas que ça soit Byzance, hein. Tu vois, ils sont là parce que c'est les plus que les seuls, donc il y a plus qu'eux, mais je crois pas que ça soit une boîte qui tourne, qui fait beaucoup d'argent, tu vois. Et donc, en fait, le constat, il est simple. Avec Flo, on se regarde, on se dit, vas-y, en vrai, franchement, on perd la foi dans le truc. Donc, en fait, maintenant, on travaille parce que c'est notre boîte, on n'a pas trop le choix, mais on s'éclate moins. Moi, à côté, appelle aussi un petit peu de l'argent. T'es en freelance, ça te prend pas beaucoup d'heures par semaine. Je fais déjà 1 500 balles. Je me dis, stylé. Puis moi, il faut savoir que j'étais plus qu'à 6 mois de la fin de mon chômage, hein, donc c'était la deadline, hein. Oui, tu commençais un peu à avoir l'effet Damoclès de dire, bon, on va falloir trouver un truc sérieux et stable parce que tu t'étais dit, bon, on va, peut-être que 1 an et demi, 2 ans, ça suffit à faire péter notre startup, mais si elle pète pas dans ce délai-là, va falloir quand même trouver une solution. Exactement. Et là, en fait, après, on avait le choix parce qu'on avait quand même on avait quand même des belles stats, une belle traction, donc on aurait pu lever des fonds. Je pense qu'on aurait pu faire un tour de table à 200 000, 300 000, mais qui te permet de dire, OK, on repart pour 3 ans, tu peux te payer, machin, et en vrai, avec Flo, on se regarde, on dit franchement, c'est pas trop dans notre mindset, ça, d'avoir une boîte qui est dopée à l'argent public et privé, où on sait pertinemment qu'on va mettre une douille aux gens parce qu'en fait, ça va pas marcher, où il y a très peu de chances que ça marche. Nous, on va être là, on va se payer sur un truc, on s'éclate plus. C'est quoi? C'est pas ma vision de l'entrepreneuriat d'aller chercher des fonds pour faire le boss sur LinkedIn, je m'en fous. Viens, vas-y, on arrête. Et là, je pars un matin, je vais chercher une imprimante parce qu'on mettait des imprimantes à la fin chez nos restaurateurs pour que ça leur sorte les bons automatiques. Et je vais chez le fournisseur et le mec il me dit, ah Hugues, telle boîte à Montpellier, elle vient de racheter notre start-up, elle fait des acquisitions de start-up dans le domaine en ce moment, je pense qu'il serait pas contre de vous racheter si vous êtes ouvert. Je dis putain, tu sais quoi, ça tombe vachement bien, nous on est vachement bien. Tiens, prends mon numéro. En fait, du coup, voilà, on se met en relation, on fait une revente plus symbolique parce qu'en réalité, on prend quand même moins d'argent que si on avait travaillé en 1 an en CDI chacun de notre côté, mais bon, au moins c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et du coup, là, après, ça enchaîne. Donc, on sort, on souffle, on récupère quand même un peu de sous, mine de rien, sur notre compte, fait toujours plaisir. C'est sûr. Et là, après, on recontinue. Flo, il finit ses études. Moi, après, je trace ma route sur LinkedIn en freelance au début. Puis après, là, pour le coup, j'ouvre une nouvelle boîte qui est l'agence de com spécialisée sur LinkedIn où j'annonce officiellement que je vais faire que ça. Et là, c'est le début, d'une nouvelle aventure qui, cette fois-ci, pour le coup, n'a rien à voir, où là, ça pète, ça pète très rapidement parce qu'en parallèle, je me lance sur les autres réseaux sociaux à côté qui eux-mêmes pètent. Donc en fait, je vais capter des clients sur mes réseaux sociaux que je vais rabattre sur mon agence LinkedIn et vice versa. Donc je fais la passerelle entre mes deux business. Donc il y a vraiment une complémentarité. Je reviens dans le B2B. Donc là, on chipote plus pour 10 balles. On envoie des contrats à 2-3 000 euros par mois avec des boîtes. On accumule. Je passe de 1 à 10 collaborateurs. Enfin, de tout seul à 10 collaborateurs. Et surtout, on fait des masterclass. On accompagne des giga grosses boîtes, Amazon, Trade Republic. On est les tout premiers en France à faire de l'influence sur LinkedIn. C'était jamais vu. On a ramené ça des autres réseaux sociaux, que ça existait depuis des années, mais sur LinkedIn, déjà créer du contenu, à l'époque, on était loin de ça, mais alors faire l'influence, les gens, ils étaient comme des fous quand ils ont vu la première campagne avec des gens qui étaient payés pour faire de la pub. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais voilà, là, c'est pour le coup, ça a été une vraie boîte. On a fait des très beaux chiffres et tout. Et en gros, pareil, 2 ans plus tard, après, il se passe quoi? Mes réseaux sont devenus tellement énormes que ça me prend la moitié de ma semaine à gérer. Et en plus, je gagne quand même très, très, très bien ma vie.
Et là, pour le coup, c'est 100% de marge et c'est 100% pas casse-tête et rapide. Et de l'autre côté, j'ai une agence, des collaborateurs, des clients où j'y passe plus assez de temps pour la faire exploser. Donc, elle végète. Elle végète à un bon niveau, mais elle végète quand même. Et une boîte qui végète, souvent, on dit que c'est quand même la mort assurée. Et là, dans les discussions, je m'entendais très bien avec mon concurrent sur le marché, qui était Linker, qui venait de se faire acheter par le groupe Kudak. Théo, je le connaissais très bien, puisque sur LinkedIn, il a créé du contenu quasiment en même temps que moi. Et donc, du coup, on se connaissait tous, les créateurs de contenu. On avait déjà fait des visios échangés. Il y avait un très bon fit. Et un jour, je dis, les gars, écoutez, je suis ouvert à discuter d'un truc. Ça va peut-être vous paraître fou, mais je serais pas contre, en vrai, de vendre la boîte. Parce que moi, là, aujourd'hui, il faut que je fasse un choix. C'est soit mes réseaux, soit la boîte. Mes réseaux, j'ai l'impression qu'il y a plus de potentiel. Je m'éclate plus. C'est bien moins chiant, on va pas se mentir. Donc, j'ai fait le choix de la facilité, mais je suis à l'aise avec le fait de le dire. Et je leur dis, voilà, si vous êtes intéressés, on peut s'asseoir autour d'une table pour essayer de vous nous racheter et on crée la plus grosse agence LinkedIn du marché, puisqu'on était 1 et 2 avec Linker. Oui. Et là, en gros, on a trouvé un deal, donc ils nous ont racheté, on a fusionné. Ils ont gardé le nom Linker parce que du coup, c'était un petit peu la branche LinkedIn de Kudak. Et puis voilà, j'ai fait 6 mois à bord pour faire la passation, ouais. Tout. Et puis après, je gardais mes réseaux et après, je me suis 100% consacré à mes réseaux jusqu'à aujourd'hui. Et très vite, en fait, j'ai eu 6 mois où je faisais que ça. Et ça m'a très vite saoulé parce que je me suis dit, merde, il me manque ce côté entrepreneurial que j'adore, parce que faire des vidéos, c'est cool, mais bon, tu te fais vite chier. C'est sûr, il te faut un but, un objectif. Tu peux pas exactement. rester sur créer du contenu et voilà, quoi. Exactement. Et là, je me suis dit, tu sais quoi? Le solopreneur, là, je voyais des mecs de plus en plus en parler. J'ai regardé un petit peu ce que c'était et tout. Ça me parlait. Je voulais plus d'employés. Je me suis dit, vas-y, tout seul. Mais retrouver un objectif entrepreneurial, le documenter parce que je trouve ça cool. Le monde de la formation, c'est un monde qui est sali. Quand on pense formation, on voit que des mecs à Dubaï qui vont se croquer tout le monde. Il y a du tout. C'est sûr que la formation, il y a de tout. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je me suis toujours foutu de la gueule des gros influenceurs télé qui avaient des millions d'abonnés et qui étaient pas capables de sortir une boîte alors ils pourraient faire un massacre avec l'audience qu'ils ont. Et là, je me suis dit, c'est quoi? Je me suis toujours foutu d'eux. Là, j'ai la chance d'avoir 2,8 millions, 3 millions d'abonnés. Maintenant, c'est ton tour. Essaie de faire quelque chose avec ça. Crée quelque chose. Et je me suis dit, allez, c'est quoi? Formation en ligne, c'est entre guillemets facile. C'est du mass market, je vais pouvoir taper large. Je vais essayer de faire un truc de qualité. Je vais tout documenter pour montrer qu'on peut faire les choses bien et que les gens sont contents. Et ça a été mon challenge, donc du coup que j'ai annoncé en mars l'année dernière. Pendant 7-8 mois, il s'est rien passé parce que déjà il fallait que je tourne une formation. C'est pas non plus tout de dire je vais en vendre, il faut d'abord la faire et avoir un truc solide et avoir un truc à vendre. J'allais dire, tu pars du début, t'avais jamais fait ça, donc forcément au début, on tâtonne un peu, t'as dû forcément chercher un peu comment les autres avaient fait, essayer de trouver ce qui marche, des erreurs à éviter, et puis tu peux pas non plus la sortir en 15 jours, quoi. Ouais, et puis surtout, je voulais pas sortir du bois et inventer un truc pour vendre un truc. Je voulais surtout avoir un truc, un vrai truc solide à vendre que je maîtrisais. Et par chance, c'est vrai que j'en parle rarement parce que c'est vraiment une activité complémentaire que je faisais quand j'étais étudiant avec Romain. On était ensemble à NBS et que lui faisait vraiment comme un bourrin, il m'a formé là-dessus. Mais en gros, c'est la vente de produits sur les marketplaces françaises, type Cdiscount, Fnac, Darty, etc. Et en fait, je me dis, putain, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on discute de ça avec des gens qui passent au bureau, tout le monde est intrigué par le fait de pouvoir gagner 500, 1000 euros par mois en vendant des conneries sur les marketplaces. Les gens, ils disent, comment ça, on peut faire ça en tant que particulier? Oui, mais comment ça marche? Et on explique et les gens, c'est génial, mais apprenez-nous. Et je me suis dit, elle est peut-être là, la formation où on peut craquer le game, où personne fait ça en France, personne connaît, ça intrigue, on a une vraie compétence, ça fait 4-5 ans qu'on fait ça, on fait des vrais gros chiffres, surtout Romain. Et je me dis, tu sais quoi, Romain, t'es pas chaud, on fait une formation à 2, moi je suis le visage et j'amène mes compétences, toi t'es vraiment l'expert du truc. Et ça nous a pris 6 mois le temps de la monter, de la tourner et tout. Et on a fait notre premier lancement en décembre 2023, donc notre lancement de bêta test, ça s'est super bien passé. Et là, du coup, 2024, c'est un petit peu mon fil rouge, je fais mes réseaux, mais mon truc un petit peu entrepreneurial, c'est la formation où je documente tout. Là, on a fait 3 lancements et il y a le dernier lancement de l'année, parce qu'il y aura 4 promos cette année, qui arrive le 6 octobre. Donc, dernier lancement, parce qu'en fait, on fait un lancement, on ferme pendant 3 mois pour prendre soin de la promo, les accompagner, les former, etc. D'accord. Et on rouvre, etc. Donc là, dernier lancement en octobre et on va essayer de faire un énorme coup. Donc, Et pour bien expliquer à nos auditeurs, parce que pour le différenciant de dropshipping, quelle est la différence quand tu vends sur les marketplaces, etc. C'est pour qu'ils comprennent bien.
Bah, dropshipping, c'est assez simple. Tu dois créer ton site internet, tu dois faire ton marketing, tu dois faire ta publicité, tu dois trouver un seul et unique produit. Quasiment, maintenant, ça existe plus trop les sites où t'en vends 35, tu vois. C'est, en général, c'est tu vends une vends gamme de de produits, ouais, tout à fait. c'est quand même très ciblé. Tu dois tout gérer, en fait. C'est multi-compétences. Et après, la vraie vision, enfin, la vraie notion du drop, c'est que une fois que t'as quelqu'un qui t'a commandé, par exemple, j'ai une connerie, une crème sur ton site, enfin, c'est peut-être pas un bon exemple, mais qui t'a commandé une bouteille d'eau, enfin, une gourde réfrigérante, enfin n'importe, enfin un produit, un truc que tu vends, bah en fait tu l'as pas en stock, tu vas pas lui expédier, t'appelles ton fournisseur, tu dis C'est voilà, le fournisseur qui envoie. envoie le produit directement chez mon client. C'est le modèle du drop qui a été un petit peu mal vu parce qu'il y a eu des abus, mais en fait c'est un modèle Oui. logistique qui existe depuis très 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 longtemps. Et nous les marketplaces, on peut faire du drop sur les marketplaces. On a quelques modules où on apprend aux gens à le faire pour avoir zéro stock à gérer et faire des ventes. Donc en gros c'est un petit peu la même vision. Tu vends un truc, tu vas au fournisseur, tu dis tu l'envoies directement là-bas. Mais après là, la grosse majorité des trucs, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va directement chez le manufacturier en Chine, on commande 50, 100, 150 produits. On a le stock en physique qui arrive chez nous, on étiquette, on renvoie tout en fulfillment à la plateforme, donc dans l'entrepôt de la plateforme une seule fois. Et eux, après, à chaque vente, ils s'occupent d'expédier avec leur flotte de livraison et leur méthode d'expédition nos produits. Et en gros, c'est un business qui est quasi passif, puisqu'une fois que ton stock il est déposé, Oui, tout ça en automatique. rien à faire. Et la force de ça, c'est qu'en gros, c'est quoi? La seule compétence à maîtriser, c'est un petit peu de savoir quels sont les produits gagnants, mais ça, on explique aux gens comment faire pour les déceler. Ok. Et sinon, t'as pas de marketing à faire parce que les gens, ils passent par millions sur la plateforme tous les jours, donc que ce soit Cdiscount, Rakuten, Amazon, etc. T'as rien d'autre à gérer, t'as pas de ads, t'as pas de script à faire, de créatif, de SAV, de fidélisation, rien. Alors que le dropshipping, c'est vrai que ça marche, hein, mais il y a que très peu d'élus parce que ça nécessite de maîtriser énormément de compétences. Oui, et en plus, je pense que la plus grosse limite aujourd'hui du dropshipping, c'est la rentabilité de tes ads, quoi. C'est-à-dire avoir un produit où par rapport à, je sais pas, si tu mets 1 euro de pub, tu auras 3 ou 4 euros de chiffre d'affaires derrière, tu as quelques coûts fixes, donc au moins il te restera 2 euros de marge, quoi. C'est un peu... Exactement. Ils ont des gros problèmes de rentabilité. C'est pareil, ouais, il y a très peu d'élus, ils se cannibalisent tous et il reste toujours en gros un gagnant dans une niche qui a évincé tout le monde et qui prend le lead, quoi. Et en plus, maintenant, ils ont où ils sont rentables, c'est même plus trop sur l'acquisition, ils sont limite à perdre, voire à break-even pour les meilleurs. Oui. Mais c'est qu'ils s'achètent un fichier de lead et de clients et ils essaient d'être sur des produits qu'on vient racheter souvent. Donc ils les fidélisent et c'est sur le deuxième achat, troisième achat que là ils commencent vraiment à gagner. Mais il n'y a plus beaucoup de modèles de drop où ils ont un site, les mecs, ils font une boutique 6 mois et la clôture comme à la grande époque il y a 7-8 ans, quoi. Mais voilà un petit peu la différence avec ce qu'on fait. Et nous, notre modèle, dans le sens où il est pérenne et surtout très accessible pour n'importe qui, c'est qu'on a des gens à la formation. Là, il y a Ludo, il a 72 ans, tu vois. Bah, Ludo, il a fait ses premières ventes, tu vois. C'est quand même il est à la retraite, il a fait ça pour s'amuser, il voulait retrouver un petit côté grisant. Et c'est pas compliqué. Tu t'inscris, t'as une micro-entreprise, tu t'inscris en tant que vendeur sur la marketplace, t'as tes produits qui sont arrivés de tes fournisseurs chinois, tu les réexpédies et puis après, bah, si t'as bien sourcé tes produits, les gens, ils arrivent sur Amazon, Cdiscount avec une optique d'achat, ils tapent les mots-clés, t'as fait je produis, ressort, tu vends, terminé. Ok. Donc en plus, ouais, pour toi, sur ce modèle-là, on va dire de vente en ligne, il y a plus le succès est plus facile avec, peut-être, j'imagine, la limite qu'ils doivent avoir, c'est, le montant de chiffre d'affaires maximum qu'ils peuvent faire. Bah oui, par contre, du coup, ça va être très compliqué. Il va y avoir très peu d'élus dans notre domaine pour aller plus loin que 1 000 euros, 1 500 euros par mois. Parce qu'après, faut faire du volume, faut scaler, faut faire des grosses commandes. Voilà, c'est plus de logistique. Donc tout à ses limites. Mais mais ça me correspond bien avec ce que j'ai aussi envie de vendre. J'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis. Et vendre vendre quelque chose qui n'existe pas, quoi. Et vendre une vie de millionnaire, alors que ça va être un mec sur toute ma commu, sur 1 million qui va changer de vie et tous les autres se seront fait rétamer. Là, on vend un truc, ok, qui fait peut-être pas vibrer, mais qui, pour 99% des Français, bah, est quand même vachement intéressant de rajouter 500 balles par mois à ses revenus. Et, pour le coup, on a un taux de succès qui est assez fort. Alors, évidemment, je vais pas te dire qu'il y a 70% des gens qui arrivent parce qu'une formation en ligne, t'as déjà 50% des gens qui vont jamais. Qui l'ouvriront pas, non, ça c'est sûr de dire ça, mais je pense qu'on a bien 10-15% des gens, donc ceux qui sont là, qui s'impliquent, qui sont là au live de coaching, qui sont là toutes les semaines qu'on accompagne, bah, qui réussissent. Et qui font, on a certains là pas mal, on a déjà une bonne dizaine, je pense, qui sont vraiment en train de changer de vie, tu vois. Ils sont en train de se tâter déjà, à se dire, est-ce que y a pas un monde où je quitte mon taf, ouais. Donc ça, c'est notre plus grande. C'est génial, c'est vrai, franchement, ça c'est top. Ça c'est top, mais c'est vrai que t'as raison de le dire parce que souvent dans les formations, on sous-estime la quantité de gens qui vont les acheter, pas les ouvrir, pas les appliquer et où derrière forcément tu te retrouves avec
assez peu d'élus, mais déjà quand t'as un taux autour de 15%, c'est énorme. C'est énorme parce Je que peux pas calculer, j'en sais rien, c'est peut-être 10 ou quoi, mais Ouais. on a un bon taux. De Ouais. gens qui font des ventes, qui après, tu vois, c'est toujours pareil. En vrai, le taux final de vraiment de ceux qui vont changer de vie, il est infime. Mais déjà, de taux de gens qui auront eu du succès avec la promesse qu'on leur a dit, c'est en gros faire des ventes en ligne. Il y en a pas mal il y en a pas mal qui en font. Parce qu'en fait, c'est, entre guillemets, c'est assez simple, c'est malheureux à dire, mais c'est assez facile, quoi. Oui, c'est facile. Après, persévérer, prendre le temps, faire son réassort et tout, la vie, des fois, elle te rattrape. Et, quand t'as plus de stock, et ben, il faut que tu repasses ta commande, il faut que tu retrouves des produits. Donc, faut y repasser du temps, faut repayer. Tu dis, vas-y, en vrai, enfin, ouais, je peux comprendre, tu vois, que la vie te rattrape et tu dises, ok, j'avoue, c'est cool, mais tout ça pour 200 euros. Et puis les gens, ils disent, je suis quand même bien à 17h30 dans mon canapé avec ma binouse devant le match de foot. Et on peut pas leur jeter la pierre, tu vois. Ah, c'est sûr. Très, très bien. Si les gens sont heureux et sont ok avec ça, il y a aucun problème. Nous, voilà, on a un objectif de moyens. On fournit tout pour y arriver. Et d'ailleurs, ceux qui suivent le truc, ils y arrivent. Mais, voilà, c'est l'humain. Il y a quand même peu d'élus, de gens qui ont faim, tu vois. Il y en a beaucoup qui viennent pour l'idéalisation, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les entrepreneuriats, et t'idéalises Elon Musk parce que tu dis, waouh, si j'étais lui, j'aurais du pouvoir, j'aurais de l'argent et tout, mais après, pour faire le chemin pour y arriver, il y a plus personne. Surtout quand tu prends en compte vraiment ce que ça représente de gérer ça du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de pas prendre juste le succès avec l'argent, mais de prendre aussi toutes les galères qu'il y a avec. Tout à l'heure, tu disais que tu préférais le modèle solo entrepreneur. C'était compliqué pour toi de gérer les salariés, de gérer une machine, enfin le train qui est lancé. Effectivement, je suppose qu'il y a plein d'inconvénients. Ouais, On s'en rend peut-être pas compte. Très compliqué. Il y en a qui adorent ça. Moi, j'aimais pas ça. Il y en a qui sont très bons dans le management. Moi, je suis très nul. C'est vraiment un axe de faiblesse. Pareil, ça, tu vois, on est toujours dit que tu seras super bon et tout parce que, en fait, je suis gentil. J'aime bien l'humain. J'aime bien l'humain en lui-même, tu vois. J'aime les gens, j'aime discuter, j'aime m'intéresser à eux et tout, et etc. Et même moi, je me suis fait embrigader. Je me suis dit, je pense que j'ai des traits de personnalité pour être bon en management. Et en fait, pas du tout. Parce que justement, je suis beaucoup trop laxiste, je suis le bon copain, je suis ultra flexible et je me faisais bouffer. Donc en fait, tu donnes ça, ils te prennent ça, et puis ils te prennent tout. Donc très mauvais en management, je mettais pas de cadre, je partais du principe que les gens, ils allaient être responsables et autonomes, et en fait, je les laissais un petit peu comme ça dans leur poste, et ils s'étaient perdus, ils se noyaient eux-mêmes dans le truc parce qu'il y avait pas d'accompagnement, pas. En vrai, très, 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 très mauvais. Et puis, plus ça va, plus je me rends compte à quel point j'étais nul. Et en fait, maintenant, si je devais revenir sur du management, j'adopterais des techniques totalement différentes, mais qui seraient beaucoup plus dures et beaucoup moins intéressantes humainement sur la fiche de poste. Mais en fait, c'est con, hein, mais c'est ce qui marche. Il n'y a pas plus performant que quelqu'un qui va faire une seule tâche, la monotâche. D'ailleurs, ça, c'est sûr. C'est le Fordisme, hein. C'est inventé il y a un siècle, c'est pas pour rien, hein. Exactement. Et en vrai, les gens, ils se plaignent, oui, mais c'est nul et tout. Ouais, mais en vrai, c'est là où t'es le meilleur. C'est là où c'est efficace. Et moi, j'avais cette idée de dire, j'ai envie de vous épanouir, donc je vous laisse de la liberté. Sur le papier, tout le monde kiffe, mais en fait, même après les gens, même eux, ils s'en rendent pas spécialement compte, mais ils se perdent eux-mêmes. Parce qu'en fait, c'est trop large, il y a tellement de trucs à faire. Ils savent pas par où commencer, ils sont là, et en fait, ça fait rien. Et donc, du coup, ça me faisait péter un plomb parce que j'ai jamais réussi à tirer le meilleur de mes équipes, et en fait, c'était toujours moi qui portais la boîte sur mon dos d'un point de vue chef. J'ai jamais réussi à déléguer cette partie de création de valeur. J'ai réussi à déléguer vraiment l'aspect opérationnel, libération de temps sur les tâches, mais jamais la création de valeur. Donc très compliqué. Et en fait, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime le plus dans ma vie, et ça a toujours été mon moteur, c'est la liberté. Et moi, ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui, c'est, je l'ai encore fait ce matin, c'est de me lever quand je veux. Par exemple, pour moi, c'est ça la richesse. Et là, tu vois, en ce moment, il y a les JO. Des fois, ça me pète. Je sors de mon bureau, je mets la télé, je regarde les JO pendant 2 heures, les épreuves qui m'intéressent sont finies, je retourne bosser. Si j'ai pas envie de bosser, j'y vais pas. Ce matin, je suis allé courir, je suis arrivé au bureau à 11 heures. Et ça, c'est une richesse de dingue, j'adore. Et quand j'avais ma boîte, en fait, tu peux plus faire ça. Ah oui, non, ça, t'es obligé d'être là en premier pour ouvrir le bureau, t'es obligé de partir en dernier pour le fermer, t'es obligé aussi à un petit moment donné de montrer l'exemple. Et en fait, t'es pris dans une prison dorée de, c'est cool, mais finalement, tu t'es baisé, quoi. Et ça a été les pires années, pas les pires années, c'est mauvais de dire ça, mais d'un point de vue, je pense, santé mentale, peut-être pas mentale, mais santé physique, ça a été les pires années, parce que j'ai fait des journées à rallonge infernale. Vraiment, je me suis esquinté, quoi.
Ouais, mais je comprends bien. Je comprends bien parce que c'est souvent le truc de effectivement, comme tu dis, sur la fiche de poste, tu mets autonomie totale, à vous de vous organiser, etc. Et en fait, quand tu t'as pas énormément de gens qui arrivent comme ça à prendre un poste, à être capable de s'organiser tout seul, à se cadrer, c'est déjà une compétence qui est, je pense, assez rare. En tout cas, dans les salariés, moi, parce que on est dans deux secteurs d'activité différents avec Marie et on le voit dans les salariés autour de nous. T'en as pas énormément qui arrivent comme ça à vraiment s'organiser, à être capable d'être performant. Et en plus du coup, tu te retrouves un peu comme tu le dis, c'est-à-dire à devoir uniquement déléguer des petites tâches et à chaque fois, ça revient à toi un peu comme un boomerang parce que tu sais, toi, t'aurais un peu envie de dire vas-y, je te donne ce projet et tu l'amènes au bout et en fait, tu te rends compte que si c'est pas toi qui amorce chaque étape en disant l'étape 1 est finie, on va faire l'étape 2, etc. Et à la fin, effectivement, ça devient une prison en mode si je suis pas là, en fait, ça tourne pas. En plus, des fois, c'était des salariés ou des collaborateurs que t'avais en termes de statut, ils étaient salariés de la boîte? Salarié. Ouais. Parce que ça complique encore plus, je pense, les choses, parce que finalement, quand c'est toi le patron, t'es un peu obligé de donner un peu l'exemple, même si en théorie ça devrait pas être le cas, mais bon, forcément, si t'as ton patron qui arrive à 11h, c'est compliqué pour le salarié d'être sérieux à 9h, parce que alors, ils le comprennent pas, quoi, tout simplement. Ouais, clairement, non, mais je suis totalement d'accord. Mais après, ça, c'est 100% ma faute, hein. Dans mon discours, peut-être c'est vrai que je suis un peu, des fois, un peu brut et je parle comme les mots me viennent, tu vois, et on pourrait dire, mais quel connard, lui, il a l'impression que les salariés, c'est pas du tout la vision que je veux dire, hein. La faute, elle est vraiment à 100% sur moi, hein. C'est juste moi qui suis très mauvais manager, parce que un salarié, c'est comme tout, hein. Tu peux avoir un joueur de foot dans une équipe, il est nul, dans l'autre, il excelle parce que le manager, il a été bon, il a su le mettre en valeur. Et au même titre que moi, dans ma boîte, quand je suis arrivé chez Use, là, j'ai été hyper naze. Et si mon manager, il avait pas été bon, et d'ailleurs, pris le temps d'être là. Et vie, je le remercierais parce que c'est vraiment lui qui m'a fait éclore comme une fleur, tu vois, qui m'avait laissé là comme une merde ou qui m'avait enfoncé ou qui avait eu la même attitude que moi j'ai eu avec mes propres salariés. Et en fait, peut-être que je serais resté dans cette merde ambiante et je serais resté tu vois, dans mes galères et en fait, j'aurais commencé à me dire, je suis nul. En fait, on s'en fout de moi, je fais un taf de merde et peut-être j'aurais perdu confiance et peut-être j'aurais jamais entrepris et peut-être que voilà, on sait pas, tu vois. Et donc heureusement qu'il y a des gens qui aiment ça, qui sont impliqués, qui te soutiennent, qui te mettent dans un cadre, qui t'accompagnent parce qu'ils permettent de te révéler. Et moi, clairement, je suis nul en management parce que en fait, j'aime pas ça. Oui. J'adore l'humain, mais je n'aime pas ce côté maître d'école, être le tuteur et tout. Moi, j'ai juste envie de bosser dans mon truc, tu vois. Et après, quand je fais une pause, j'adore aller voir par contre mes potes qui font une pause en même temps, on fait un baby, on discute, le soir on boit un coup. J'aime beaucoup l'humain dans cet aspect-là, mais après de faire le tuteur comme ça, c'est pas du tout ce que j'aime. Et du coup, pareil, parce qu'on en parle des salariés, mais dealer avec un associé, c'est quelque chose qui se passe bien à chaque fois, ou t'arrives à trouver... C'est de l'humain en soi, ouais. T'arrives à communiquer, à trouver des ententes. Ouais, j'ai jamais eu trop de problèmes avec mes associés, mais là maintenant j'ai plus trop d'associés dans mes structures juridiques, je suis tout seul partout. Oui. Après, j'ai quelques projets sur le côté. Voilà, c'est toujours pareil. Ma boîte le porte, mais en vrai, je travaille avec un collègue. On s'associe à la parole sur un truc ou deux, tu vois. Non, ça se passe bien. C'est des potes de longue date. Chacun dans sa zone de génie. On se fait confiance. Et voilà, des fois, quand il y a un truc qui nous tracasse, on se le dit. Mais j'ai jamais eu trop de galères pour l'instant d'association cette partie-là. Et toi, si tu devais donner un conseil pour les auditeurs du podcast qui cherchent un associé, alors ça peut être autant pour lancer une boîte que peut-être juste trouver un associé pour faire de l'investissement. Pour toi, c'est quoi qui est important? C'est la confiance, l'entente, ou alors la complémentarité des compétences, pardon. Qu'est-ce que tu mettrais en premier? Alors pour investissement, je maîtrise pas trop, je pourrais pas trop en parler. C'est grosso modo la même logique que t'es un associé. Enfin, moi, de la vision que j'en ai, c'est un peu les mêmes problématiques. Ok, moi là sur la partie vraiment business, je dirais vraiment ce qui marche le mieux, c'est déjà confiance dans l'autre, ça c'est important, mais surtout complémentarité. Quand j'étais plus jeune, après on était plus jeune, donc forcément on était aux études avec mes potes et tout, mais tu vois, à un moment donné avec 3 potes, donc on était 4, on a voulu monter un business. Oui. Tous les cas, il aurait jamais marché, c'est pas la question. Mais juste déjà le fait d'avoir 4 mecs qui ont la même compétence et qui ont envie de faire le même truc, c'est couillon parce que dans une boîte, t'as plein de trucs à faire et si t'as que 4 ressources en interne et que les 4 veulent faire le même truc ou qui savent faire que ça, c'est naze. Oui. Donc en fait, c'est vraiment complémentarité et même sur après la confiance, quand t'es complémentaire, ça fait que renforcer la confiance. Parce que moi quand je travaille avec Flo et qu'il est dev et qu'il me monte un site, qu'il est en train de me coder une app, qu'il me fait des automatisations, qu'est-ce que tu veux que je vienne foutre mon nez là-dedans?
Moi, je lui dis, Flo, j'ai besoin de ça, il le fait, ça marche. Je dis, bah, ok, j'ai confiance en toi, ça marche, c'est nickel, c'est carré. Et du coup, en fait, on n'est jamais en train de se surveiller, ce que l'autre il fait plus, Oui. qu'est-ce qu'il a fait ou quoi, tu vois, c'est fluide. Alors que quand t'es deux sur le même poste avec la même compétence, bah, là, on a le cas un peu dans les bureaux, ça frite sur la ligne avec une autre startup où ils sont deux et ils font un petit peu les mêmes trucs. Bah, t'as toujours l'autre qui va dire, ouais, tu pars encore en vacances, moi, ça fait 2 ans, on n'est pas pris. L'autre va dire, ouais, mais bon, à un moment donné, j'ai pas non plus me tuer à la tâche parce que toi, t'as décidé pendant 10 ans de pas en prendre, tu vois, on a qu'une vie, voilà. Donc, chacun agir comme il veut, donc c'est hyper compliqué. Et où forcément, ça part toujours un petit peu en embrouille parce que oui, mais moi aussi, j'ai fait plus de clients. Enfin, tu vois, enfin, c'est hyper dur. Je suis assez d'accord avec toi parce que de l'expérience que j'en ai, alors moi je l'ai un peu côté tiers avec la vue externe, mais de la plupart des associations que j'ai vues comme ça, tu vas avoir un peu le cas de figure où tu as vraiment des associés qui gèrent des sphères différentes ou un peu des problématiques différentes, où finalement souvent ça se passe bien parce qu'en fait ils sont un peu obligés, comme tu dis, de se faire confiance parce que l'autre ne peut pas faire ce que son associé fait. Et à l'inverse, les boîtes les plus classiques où je vois que ça se tire dessus et que ça explose, t'as les études notariales, les cabinets d'expertise comptable, les cabinets d'avocats, où forcément, comme en fait ils font le même job, ils ne regardent leurs associés qu'avec leur propre œil, en considérant qu'ils font la même chose, qui est vrai factuellement, même si après ils peuvent plus ou moins se spécialiser dans des domaines différents. Mais combien de fois j'ai vu des études de notaire, des fois ça peut péter au bout de 2 ans, quoi. C'est des fois assez impressionnant. Et des fois tu te dis, mais enfin ces gens-là, ils étaient associés, ils ont quand même fait des lignes de prêt à 1 million. Tu te dis comment ça se fait que ça dure même pas plus de 2 ans, quoi. Ah ouais, t'as totalement raison. Je pense, là, les exemples que tu donnes, ils sont très parlants. Et la dernière fois, je regardais une vidéo YouTube, je crois que c'était d'ailleurs de Théo. J'aime beaucoup, Théo. Il a racheté ma boîte et tout, mais le mec Oui. est très, très, très brillant. Il est de 97. Pour moi, c'est un des plus brillants de notre génération. Et justement, il parlait de cette partie-là, comment bien s'associer. Il a dit un truc, alors, je sais plus si je vais bien le redire, mais je crois qu'il a dit, en gros, il faut que chaque personne des associés ait des besoins personnels différents, mais une vision de boîte commune. En gros, on sait où on veut l'amener. Mais il faut que, par exemple, dans les projets, dans ce qui nous motive personnellement, soit différent. Il faut pas que, par exemple, deux veulent intérieurement briller, parce que tu as toujours une tête d'affiche sur la boîte. Oui. Si, par exemple, l'associé d'Elon Musk, il veut briller comme lui, à un moment donné, forcément, ça va péter. Il va mal le vivre, ça va péter. Par contre, si le mec, c'était juste de gagner de l'oseille et de vivre tranquille dans l'eau, pas avoir de problème et tout, c'est nickel, ça marche. Et en gros, Théo, ce qu'il expliquait, et je le rejoins assez bien là-dessus, il faut que tout le monde veuille aller dans le même sens pour que ça marche, pour que ça tracte, mais il faut que chacun trouve son plaisir personnel dans des axes différents. Sinon, à un moment donné, ça va friter. Et ça, je trouve que c'était assez bien résumé. Et je pense que ça peut péter, par exemple, pour les avocats et tout. Les mecs, ils veulent les plus gros clients. Non, c'est moi qui le prends celui-là parce que derrière, ça veut dire je passe à la télé ou je vais défendre, ou je passe dans la presse ou si ou machin ou mi, tu vois. Ah, mais tu sais, ça peut aller à des extrêmes. Je sais même plus si je l'avais raconté sur ce podcast, cette anecdote. Tu connais le cabinet CMS Francis Lefebvre, c'est un des plus gros cabinets de France en droit fiscal. Bon, après, c'est pas du domaine du droit. Et en fait, faut savoir que c'est un très gros cabinet, il doit être une 50aine d'associés, etc. Et en fait, chaque associé est un peu, tu sais, comme un seigneur féodal, c'est-à-dire qu'il a ses propres collaborateurs, ses propres clients, et en fait, ils se parlent jamais entre eux. Et quand t'en as un qui meurt, qui part à la retraite, ou en fait, si tu veux, il n'y a pas de qui va récupérer les dossiers, c'est-à-dire que les dossiers sont papier dans son bureau, et le jour où il part, les autres associés presque en viennent aux mains pour venir récupérer les dossiers dans le bureau. Et je pense que là, c'est un peu tu sais, la caricature extrême de l'association nocive où en fait ils sont juste ensemble pour le nom. CMS Francis Lefebvre, parce que ça fait vendre et ça leur ramène des clients, mais sinon entre eux il y a aucune communication et ils seraient prêts à faire les pires coups tordus juste pour récupérer un client et que ça soit pas leur associé qui l'est, quoi. La cata, l'horreur. Ah ouais, non, c'est moi quand on m'avait raconté ça, je me souviens, toute la promo on faisait des gros yeux en mode mais attends, ça existe vraiment un cabinet comme ça? Et en plus ils nous disaient ça pour nous vendre le truc, tu sais. Nous on était là mais personne ne veut aller bosser chez eux, quoi. C'est clair. Après il y en a qui aiment bien cet esprit de compète très très nocif. J'ai rencontré des gens qui ont bossé dans des ESN à Paris. Oui. Ils aimaient ce côté malsain. Enfin, je sais pas si on peut dire ils aimaient, mais il y a un côté, je pense, gargarisant, ouais. Ouais, c'est la guerre. Ouais. Et je pense que la guerre, les militaires et tout, ils aiment bien aller sur le front, mine de rien. Quand ils sont appelés, ils travaillent pour ça. Ils sont engagés pour y aller. C'est comme quand tu fais du MMA, à un moment donné, t'as envie d'aller sur le ring. Ça peut paraître bizarre parce que c'est hyper dangereux, ils sont stressés et ça leur fait peur. Mais d'un autre côté, ils sont excités. Et le mec, dans son discours, là, Adrien, il disait, moi, j'aimais bien ce côté parisien très malsain. Ça,
tout est dans le costard. Faut que t'aies le costard le plus cher, la montre la plus chère, parce que c'est pour aller chercher des plus gros clients, montrer que toi, c'est hyper toxique. Mais il y a un côté, je pense, je sais pas, ils ont l'impression de partir en guerre, c'est travailler jusqu'à 2 heures du mat, ceux qui en fait toujours plus, enfin, pourri, genre à se voler les dossiers aussi comme ça, à regarder sur le petit calepin ce que l'autre il avait noté, genre rappeler un tel, il essayait de rappeler avant. Et ouais, je pense qu'il y en a qui aiment bien ce jeu-là, mais ça doit être épuisant sur la longue. Bah, je pense aussi, surtout qu'après, tu sais, c'est un peu comme tu dis, les militaires, ils aiment la guerre, mais il y a avant tout un peu l'esprit de fraternité, c'est-à-dire que je pense que tu peux avoir un peu cet esprit vraiment business extrêmement poussé, en mode, bon, ben, notre boîte, elle est en guerre contre tous nos concurrents, mais à l'intérieur même, c'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est un peu comme s'il y avait le feu en permanence dans ta maison, quoi, et que t'aimes vivre au milieu des flammes, tu vois, c'est bon, l'homme au milieu du chaos, je trouve que c'est particulier comme. Après, attention, quand je dis les militaires, ils aiment la guerre, s'il y en a qui écoutent, tu vas me dire, mais quel con, jamais on aime y aller. Non, mais je comprends ce que tu voulais dire là-dedans. Ouais, c'est le côté un peu l'adrénaline et puis l'adrénaline. Le risque. À un moment donné, là, j'ai eu ma phase commando. Je me suis fait tous les podcasts de Spotify sur les commandos, donc je les ai tous écumés. Les mecs, jamais, enfin, ils sont toujours inquiets, ils sont stressés. C'est pas un côté de, ils aiment aller tuer des gens ou quoi, tu vois, mais il y a un côté de quand ils sont chez eux, bah, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont un manque, tu vois. Et quand ils sont redéployés sur des missions dans les trucs les plus dangereux, ça les excite. Pas spécialement d'aller buter quelqu'un, mais cette adrénaline de se dire, c'est dangereux, c'est excitant, on s'est engagé pour ces moments-là, tu vois, c'est plutôt ça. Plus que de dire, je pense personne en soi n'aime vraiment tuer quelqu'un, tu vois. Oui. C'est pas ce que je voulais dire par là, mais je pense qu'ils s'engagent là-dedans, c'est parce qu'à un moment donné, ils recherchent une certaine adrénaline. Complètement. Je pense qu'il y en a qui la trouvent dans le côté malsain de ces business qu'on peut avoir clair chez nous, quoi. On va parler d'une de tes autres casquettes, celle d'investisseur. Récente en plus, enfin en fonction des domaines. De ce que j'ai compris, l'immobilier, ça faisait déjà quelques années que tu avais mis le pied dedans. Tu veux nous en parler un petit peu? Ouais, bah du coup de base moi format très immobilier, parce que mon père n'a fait que ça dans ma famille. Quelques investisseurs, c'était que de l'immo, donc je connaissais que ça et je ne jurais que par ça. Et c'est le livre Père riche Père pauvre qui m'a un peu décoincé sur ma vision de l'argent. D'ailleurs c'est marrant, hier je faisais une newsletter sur ma base email de mes 4 livres à prendre dans son sac pour lire en vacances. Je faisais un petit dédicace à ce livre-là. Je le mets plus aujourd'hui dans mon top livre parce que c'est plus trop mes aspirations. Enfin, je sais pas. Et aujourd'hui, je le mettrai plus dans mon top livre à l'heure actuelle, mais c'est celui qui a eu un déclic sur moi au tout début quand je l'ai lu, parce que ça a été un des tout premiers livres que j'ai lu de dev perso. C'est un des premiers que tu lis. Tu as lu le suivant, Les cadrans du cash flow? Non. Parce que tu vois, il m'a plus percuté que le premier. Ok. Mais moi, un truc dont il m'a bien servi, ce livre, c'est justement à essayer de me détacher de l'argent. Et en gros, il m'a fait comprendre que c'est l'argent, c'était finalement le seul truc qui vient, ou finalement, même si tu perds ton fric un mois, le mois d'après, en fait, il revient, tu vois. T'as un salaire. Donc, et si t'entreprends, tu peux réussir comme tu peux foirer, mais au pire, tu prends un poste en CDI et ça revient. C'est le seul truc qui revient à chaque fois. Donc, il est vraiment cet aspect de arrive à le voir différemment et plus comme une finalité, mais comme un moyen pour faire des trucs. Et ça m'a vachement décomplexé par rapport à ça, parce que j'étais très proche de mes sous. Parce qu'évidemment, je gagnais pas des masses sur les jobs d'été et tout. Donc, tu vois, tu te dis, vas-y, cet été, j'ai taffé et tout, j'ai réussi à mettre 300 € de côté. T'as un peu profité, t'as pris des vacances et tout, tu dis 300. Après, t'as des argents de poche, tu stockes et tout, mais t'achètes un jeu vidéo, donc ça rebaisse et tout. Mais tu vois, au bout de, t'arrives à 20 ans, t'as 3000 € de côté, tu vois. Donc forcément, quand il faut les investir au début, 3000, tu te dis, jamais, je peux les flip sur une crypto. Impossible. Et pourtant, ça soit de l'IMO, tu vois, faut que ça soit sûr. Et pourtant, après, j'ai fait cette merde. Mais du coup, le tout premier achat que j'ai fait, c'est quand j'étais en alternance. Donc, à 19 ans, j'ai acheté mon premier appart. Ah, bien. Ouais, avec une technique de prêt familial qui existe. Donc, en gros, c'est mes parents qui m'ont prêté sous notaire et où, en gros, comme un prêt à la banque, c'est contrôlé. Génial, c'est top. Et moi, c'est mandat de prélèvement qui repart vers ton compte des parents. Sinon, c'est de la donation déguisée. Donc, c'est hyper contrôlé, mais c'est quelque chose qui peut se faire. Oui. Et comme forcément en alternance, personne ne voulait me suivre, j'ai dû le faire comme ça. Et franchement, c'est top. Tu vois, c'est aussi de trouver des solutions. Parce que tu vois, t'as le truc de se dire parce que je pense que ça existe. J'en ai pas rencontré pour l'instant, mais genre des étudiants qui ont fait des vrais prêts immobiliers. Ça existe, ça me paraît pas totalement déconnant non plus, surtout par exemple pour un petit montant et puis pour quelqu'un qui redirait sa résidence principale. C'est sûr que t'achètes pas un château à 1 million d'euros quand t'es alternant, mais je dirais un château à 50 000 balles si t'es alternant. T'as raison de le préciser. Moi, c'était 63 500 hors frais de notaire. Je crois que de mémoire, ça a dû monter à 70 000 et des brouettes. J'avais dû acheter 2-3 conneries dedans. D'accord. Donc, c'était ça. Trouver une alternative.
J'avais essayé 2-3 banques, ça passait pas. Après, j'aurais peut-être pu tester courtier avec des montages et tout, mais pareil, dans une optique de pas se faire chier. Là, et c'est là où j'ai eu aussi la chance d'avoir mes parents. C'est pas donné à tout le monde, tu vois. Oui. Ouais, Mon père a dit, écoute, nous, on vient de vendre un appart sur Rennes, on a ce cash-là. Je savais pas trop quoi en faire. Bah, c'est quoi, ça me fait plaisir de t'aider. On fait ça, si tu veux, préfamilial. De toute façon, tu devras nous rembourser parce que ça va être contrôlé, donc t'auras pas le choix. Et si jamais ça se passe mal, tu revends ton bien et nous, on récupère la somme. Et puis, si on doit essuyer une perte, bah, on prend le risque. Mais bon, voilà. Mhm. Après, tu vois, mon père, il avait l'habitude d'acheter des apparts. Il en a pas non plus 2000, mais je crois qu'il en avait 11 à l'époque. 10, 11. Donc, il a quand même un petit peu d'expérience. Donc, il m'a un petit peu accompagné pour être sûr que j'achetais pas une merde. Et en gros, ce que j'ai acheté, c'est tout simplement l'appart où je vivais pour mes études. Donc, à Alco à Montpellier. Donc, une zone pas du tout sexy, mais t'as des facs à côté, t'as la fac de pharma, t'as MBS, t'as énormément d'étudiants. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est, putain, les étrangers, quand ils viennent, les Chinois, les Asiates, les Africains, ils parlent pas notre langue. Ils doivent gérer des contrats, internet, téléphone, les transports. Enfin, ça doit être assez stressant pour eux, l'administration française, déjà que ça l'est pour nous, les Français. Et je me dis, vas-y, je vais acheter cet appart. Je vais foutre un lit mural, plus un lit classique. Ça va pouvoir faire limite presque coloc. Ouais. Je vais tout mettre. Je vais gérer l'électricité, internet. En gros, ça va être l'hôtel. Ils arrivent, posent leur valise pour 10 mois. Et tout est prêt. Donc, septembre à juin, je le récupère et l'été, je le mets à Airbnb. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, franchement, je louais comme un cochon parce que il y avait 35 ou 36 mètres carrés. Ouais. Mémoire. Bien aménagé, très sympa, dernier étage et tout, d'un appart d'une résidence sécurisée et tout, même si le quartier était pas ouf, c'était quand même sympa. Et je louais ça 800 € par mois. Ah oui, Vraiment monstrueux. La renta, elle était monstrueuse. Ah oui, oui, oui. Et l'été en Airbnb, j'explosais les scores parce que je sais pas combien je rentrais, 3-4 000 € sur l'été. Enfin, bref, ça tournait tout le temps plein pot. Enfin, bref, l'appart, je l'ai amorti, en 4 ou 5 ans, je crois. C'est une dinguerie. Ah oui, super investi. Ouais, là, c'était énorme. Je sais même pas si je pourrais le faire aujourd'hui. Je crois que ça a été régulé sur Montpellier. Bah, maintenant, t'as des plafonnements de loyer. Et ouais, voilà, je crois que c'est... Après, c'est là aujourd'hui, t'as un peu le flou, c'est sur les prestations annexes, parce que tu me dis que t'avais mis un lit mural, etc. En gros, aujourd'hui, quand tu loues un appartement meublé, si par exemple tu mets des meubles de ouf, etc., tu peux demander, en fait, tu peux te mettre ton loyer au plafond et demander un complément de loyer que tu justifies par le fait que t'as des équipements accessoires en fait dans l'appartement. Alors, ça n'a pas encore été contrôlé, donc tu vois, je suis sur des groupes d'investisseurs, tout le monde se pose la question de savoir le jour où ça va tomber devant le juge comment ça sera interprété, mais bon, pour l'instant on n'a toujours pas la réponse, mais en tout cas pour l'instant c'est la solution si tu veux louer plus cher que le plafond. Ok, ouais, bah j'avoue que j'ai plus à faire face à ça, mais voilà, mon premier achat ça a été ça. Après l'appart, du coup, je l'ai acheté à 19 ans et je l'ai revendu. Est-ce que c'était l'été dernier, est-ce que ça passe vite, ou il y a 2 ans? 2023, je l'ai vendu, ou 2022, je sais plus, mais je l'ai vendu là dans les 2 dernières années. Je sais plus exactement, je crois pas que c'était l'été dernier. J'ai l'impression que ça fait plus longtemps, mais des fois le temps il est dilaté. Il va plus vite. Putain, c'est quand que je l'ai vendu? Attends, c'est pas compliqué. Nous, on a acheté notre résidence perso là au début d'année. On est en 2024. Je vais même pas dire non. Bon, c'est pas très important, mais bon, j'imagine que t'as dû faire une belle plus-value dessus. Moi, j'ai fait une belle plus-value parce que je l'ai vendu 100 000. Oh, ah oui. Ah oui, quand même, oui. Même pas, je crois que je l'ai vendu 105 000, mais il y avait 5 000 € de frais de la personne d'IAD là qui l'a vendu. Donc, j'ai récupéré 100 000. Donc, belle plus-value. Et je l'avais déjà amorti en plus. Donc, plus rien à rembourser à mon père pour le coup. Et t'avais fait des travaux ou t'avais non, pas de gros travaux. J'avais mis le mural, j'avais changé les portes de placard et j'avais changé quand même les fenêtres, les menuiseries. Ok, qui était vieille, ouais. Parce qu'il y avait le boulevard d'Alco, là, c'est assez passant là-haut, là, à Montpellier. Mais par contre, non, je crois que j'ai dû le vendre en 2022, fin 2022. Parce que je l'ai vendu au top du marché immobilier. Ok, ouais, au moment où en fait, je savais qu'on allait acheter notre résidence principale et pendant 1 an, je me suis retrouvé avec 100 000 € sur le compte le temps qu'on puisse acheter. Parce que nous, on a fait une location-vente. Oui. Une nouvelle appart qu'on a acheté. Donc, en gros, pendant 10 mois, on a été locataire et on a déduit les loyers du prix d'achat. Du prix. Ok. Mais du coup, j'avais déjà vendu pour anticiper parce que comme on savait qu'on voulait acheter, j'ai dit tiens, je vais choper l'apport.
Et c'était l'occasion aussi de s'en séparer parce que le bien il vieillissait et tout, et j'avais plus spécialement envie de le conserver, surtout que MBS va migrer dans 1 an, l'école changeait, donc j'avais voulu anticiper. Qu'est-ce que j'ai vu, t'as bien fait. J'ai chaté là, tu vois, j'ai vraiment eu un coup de chatte. J'avais acheté pas cher, je l'ai rentabilisé très vite. L'école se barre, je le vends au top du marché IMO. Là, maintenant, ça se trouve, il se vendrait 30 000 euros de moins. Ouais. Donc, vraiment, au coup, là, j'ai vraiment eu de la chatte. Ça, c'était mon premier achat. Après, je me suis mis dans la crypto. Après, je me suis mis dans la bourse. Après, je me suis mis, toujours l'IMO. J'ai acheté mes locaux. Là, j'ai racheté à Reims. J'ai racheté à Troyes. Je regarde là sur l'avenue de l'Europe. Là, je vois, j'aimerais bien racheter des locaux pro. Et c'est que des locaux professionnels, du coup, que t'achètes dans les différentes villes? Non, Reims 3, c'est du particulier. Là, D'accord. moi, ce que j'ai, c'est un petit peu un espèce cowork. Donc, c'est locaux professionnels, mais j'aimerais bien faire vraiment du local commercial. Encore autre chose, c'est, vraiment pas de porte, tu mets un resto dedans, voilà. Tu peux faire du pas de porte, frais de pas de porte, et après, tu peux faire de ton loyer classique. Donc, j'aimerais bien faire ça, donc je regarde là. Ok. Et sinon, après, qu'est-ce que je fais? Je fais pas mal de... Pardon? Je dis, il y a de quoi faire sur le marché, sur les beaux commerciaux, etc. Il y a vraiment des affaires à faire. Ouais. Après, j'ai pas envie de faire trop d'IMO non plus. Je pense que là, cette année, je vais peut-être faire un coup l'année prochaine. Ça sera peut-être mes derniers investissements IMO d'ici plusieurs années, parce que j'ai pas trop envie de... mine de rien, ça génère du temps passé. Oui. Et et tout le temps, ça prend du temps. Et moi, mon métier, c'est pas d'être investisseur IMO. Oui. Il faut que je trouve le juste milieu entre créer du patrimoine avec des revenus passifs sans que ça me prenne trop de temps. Ouais. Et je vais beaucoup plus m'orienter, moi, vers la bourse dans les prochaines années. Là, je vais attendre, en gros, qu'il y ait un gros crash boursier qui devrait arriver. J'en sais rien quand il sera, mais il y en aura un, forcément, qui arrivera. Oui. Et j'aimerais bien rentrer assez bas, mettre un énorme ticket, et après faire une stratégie de valorisation de son portefeuille, donc de son capital, mais surtout une stratégie de dividende et des très belles boîtes comme McDo, Total qui versent des 5% par an. Où là, après, ça te fait ton revenu passif. Déjà, c'est moins imposé puisque après, ça va peut-être changer là avec la France. On verra comment ça va se passer, mais t'es accompagné sur tes stratégies d'investissement ou c'est toi tout seul qui te documente et tu fais un peu comme tu le sens? Non, je suis tout seul. Alors c'est pour ça, je dois pas faire. Il y a sans doute des gens qui font largement mieux, mais j'aime bien faire par moi-même. Ça m'intéresse à fond. Tous les jours sur Bourseau, je regarde les actus bourse. Tu vois, je regarde un peu ce qui se passe. J'investis dans des boîtes que je maîtrise un peu, dans des secteurs qui me parlent. Donc voilà, j'investis comme ça. Et après en crypto, j'investis beaucoup en crypto parce que j'adore aussi en parler. Je suis bien implanté dans l'écosystème, donc j'ai la chance d'avoir en tant que créateur de contenu des news un petit peu avant tout le monde. Donc ça aide un petit peu, surtout en crypto. C'est moins contrôlé, on va dire, le délit d'initié. Alors, c'est pas trop dans le sens délit d'initié où je fais pas trop ça, dans le sens où je vais acheter un truc et après j'en parle à ma commu, ça monte et je vais revendre, mais c'est plutôt dans le sens où t'as accès aux fonds d'invest qui disent mec, nous on a investi sur cette boîte parce que on pense que c'est une giga pépite. Oui. Et les mecs ils ont digue le projet, ils ont mis l'argent de leurs clients dedans, tu dis bon. Oui, mec, c'est quand même. Ils sont pas trop cons, ça devrait bien se passer, donc tu suis un peu des mouvements comme ça, tu vois. Et pareil, j'ai accès parce que comme du coup j'investis aussi en start-up depuis des années, avec la chance que mes boîtes ont bien fonctionné, la revente et tout, j'ai eu pas mal de cash, donc j'ai investi dans des boîtes. Donc j'ai investi dans 4-5 boîtes en equity. Ouais. Et après je fais des petits trucs différents. Je fais un peu d'IMO en tokenisé, donc soit avec Realty, j'ai fait aussi avec Brix, où j'ai déjà d'ailleurs investi dans Brix. Et j'ai aussi même fait sur le fonds d'invest Pier One, là, je sais pas si ça vous parle, mais c'est je connais aussi. Qui détient les murs de Burger King. Et après, je fais quoi? Alors là, c'est vraiment des tout petits tickets, mais j'aime bien toucher à tout. J'ai investi dans le vin. Ok, énorme. Et j'ai investi dans des actifs en crowdfunding de luxe sur la plateforme Convi, c'est une startup allemande, mais en gros, je vais investir avec d'autres gens dans des montres d'exception, des cognacs d'exception, qui savent. Ok, ouais, je vois qui doivent s'apprécier parce que voilà, c'est des énormément, ouais. Sont uniques et forcément après en fonction des différentes années, tu peux avoir comme ça certains qui vont s'apprécier plus que d'autres. Exactement. Moi, alors, en fait, je suis un passionné d'investissement. Ça me fait tellement kiffer cette notion de trouver le truc qui va s'apprécier, tu vois, qui prend de la valeur et tout. Mais voilà un petit peu. Mais grosso modo, je pourrais pas faire un pourcentage à la volée, mais c'est peut-être 50% d'IMO. Je vais avoir beaucoup de crypto, peut-être 30%. Oui. 15% en bourse. En plus, c'est même pas quand même, parce que j'ai quand même mis des gros tickets en startup, mais 50, 20, 15, peut-être 15 en startup, et après, il doit rester de tête là 5-10%. C'est dans le à droite à gauche.
Ça, c'est énorme. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que t'aimes bien t'intéresser à différentes classes d'actifs parce que tu vois, ça fait quand même beaucoup de classes complètement différentes. Après, t'en as qui sont, je pense, un petit peu logiques parce que bon, l'immobilier, c'est un peu le pilier parce que t'as l'effet de levier, etc. Je pense que bourse crypto, t'as certaines notions qui vont être un peu voisines, même si c'est deux écosystèmes différents. Le private equity dans les startups, sachant que tu venais des startups, ben, t'as un petit peu cet avantage-là, j'imagine, bon, t'as pas la boule de cristal qui permet de savoir ce qui va marcher, mais je veux dire, t'as ton expérience de chef d'entreprise dans ce domaine-là qui permet un peu de voir si le projet est sérieux, si il y a une potentialité que ça marche. Par contre, tu vois, des domaines comme le vin ou comme les objets de collection, je trouve que ça démontre quand même que t'aimes aller chercher un peu l'information et un peu te sortir de ta zone de confort. Tu vois, parce que tu pourrais dire, bon, je vais rester sur la crypto, la bourse, c'est ce que les startups, c'est ce que je connais, un petit peu d'immobilier. Pourquoi est-ce que j'allais m'embêter avec du vin ou avec des montres, quoi. Ouais, après, je vais pas faire non plus le connaisseur, hein. Déjà, comme je diversifie beaucoup, je suis expert dans rien. Faut quand même bien le dire, hein. J'ai aucune expertise dans l'IMO. Enfin, je m'y connais un peu parce que j'en ai fait. Mon père, il en a fait, donc j'ai grandi dans la famille. Donc voilà, je sais un petit peu ce qu'il faut checker, un petit peu de quoi je parle. Mais je suis loin de votre niveau en niveau. Je suis très de votre niveau en IMO. Je suis très loin de spécialiste de bourse sur la bourse. Je suis très loin de spécialiste crypto sur la crypto. Donc en gros, mais c'est un peu moi, tu vois, on me définissait tout le temps dans mon ancien taf comme un couteau suisse et j'aime bien en fait toucher à tout, être expert de rien. Et finalement, au fil du temps, quand tu touches à tout toujours dans un même secteur, tu deviens un peu expert investissement. Mais dans l'investissement, j'ai pas une casquette où je suis une pointure, tu vois. Et le vin, après, pour aussi atténuer le truc, vin, montre de luxe et tout, c'est un petit peu au bonheur à la chance. Hein. J'y vais, j'ai une oreille qui traîne, il y a un mec qui me dit ouais, vas-y, tu peux y aller, je pense que c'est carré et tout, je lui fais confiance, tu vois. Ça se trouve le mec c'est un peintre, j'ai investi sur de la merde. Oui, mais après ça te fait aussi l'expérience, tu vois. C'est parce que même si effectivement c'est pas forcément cette méthode pour investir qui va te faire de toi un expert, mais ça te fait du coup derrière l'expérience où aujourd'hui c'est des petits tickets, c'est de la diversification, c'est absolument pas là-dessus que tu comptes, mais peut-être que je sais pas, dans 10 ans ça sera autre chose, tu vois, parce que moi je m'intéresse souvent à un peu les investisseurs dans l'art, parce que moi tu vois, pour moi l'art c'est assez abstrait, donc déjà je me demande comment ils font, mais ceux qui ont une vraie expertise là-dedans en général ils sont rentrés par la petite porte, justement au début c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont un petit peu intéressés à tiens tel peintre il faut garder un peu, et puis en fait c'est en faisant uniquement de l'expérience qu'ils ont acquis l'expertise, parce que bon, à part peut-être certains commissaires priseurs et encore, tu vois, même moi je me suis intéressé un peu aux commissaires priseurs pour savoir si c'était vraiment eux les spécialistes de ce qui allait se vendre dans l'art, et puis même pas, finalement c'est vraiment je pense des domaines pareil un peu comme le vin, comme les montres, où c'est avant tout l'expérience qui va faire est-ce que t'es bon ou pas, et en réalité l'expertise il y a pas grand monde qui la détient. Alors bon, bourse immobilier c'est un peu différent parce que c'est plus complexe, t'as plus de stratégies différentes aussi, puis t'as clairement, on va dire, celui qui a fait je sais pas moi 8 ans d'études en finance, forcément il s'y connaît un petit peu mieux que celui qui a rien fait dedans, alors que bon, t'as 8 ans d'études dans l'art, ça te fera, enfin il y a pas de parcours qui te permettent de devenir un investisseur dans l'art expert, quoi. C'est clair. Non, t'as raison, mais voilà, mais c'était juste pour atténuer ma casquette au grand public d'investisseurs. Souvent les gens disent investisseurs chevronnés ou quoi. Non, non, je me classerai pas comme ça. J'investis parce que j'ai toujours aimé. Et moi j'ai une vision de liberté. Donc la liberté pour moi c'est quoi? Ça va être en gros de pouvoir avoir des revenus passifs qui soient supérieurs à ce que je dépense dans mon train de vie. Et donc toujours je me suis dit bon ok, ça c'est le goal de ma vie, donc ça passera par l'investissement. Donc c'est quoi l'investissement? Donc je me renseigne, je me mets dedans, et puis même j'adore ça, c'est vraiment un truc que je kiffe, mais j'ai aucune expertise de pointe dans aucun des domaines. Un novice qui vient me voir, je suis sans doute plus compétent, mais quelqu'un qui se mettrait la tête dedans pendant 30-50 heures et qui commencerait à passer un an dedans à fond, ça y est, c'est terminé, il est largement plus fort que moi. Après, ce qui compte, c'est les résultats avant tout. Dans l'investissement. Par contre, j'avoue que je chante pas mal. Pour un mec qui fait un peu tout, n'importe quoi, comme ça, un peu comme je fais beaucoup à l'intuition, tu vois. Je me laisse un peu porter par le vent. J'ai la chance d'avoir des très bons résultats. Que je suis rentré en 2020 en crypto, je tape un bull run direct, ça m'a fait ma bankroll, et depuis je la gère comme ça. L'IMO, première invest, ça me sort 100 000 euros de cash 5-6 ans plus tard. Ça me permet de faire d'acheter ma résidence principale, etc. Mes locaux, au final, bon, j'ai galéré, mais j'ai quand même acheté très peu cher. Oui. J'ai un cowork, tous mes potes viennent dedans. Truc, j'ai fait une vidéo YouTube, c'est ultra rentable. En bourse, j'ai une strat bourse qui est particulière.
Ça marche super bien. Je crois que je suis à plus 45% sur mes invests là depuis que j'ai commencé. Enfin, c'est carré alors que, en gros, je chatte. Donc peut-être mais ouais, j'ai l'intuition pour l'instant, m'a réussi. Même sur mes invests startups, tu vois, les startups en général, on dit que sur 10 investissements, t'en as 7 qui vont cracher où tu vas perdre ton argent, t'en as 2 où tu vas retrouver ton argent et t'en as un qui va rembourser tout le reste plus va te faire des gains. Complètement. Là, j'ai dû en faire 5-6. Je crois que toutes les boîtes, elles sont encore là déjà depuis 3-4 ans et toutes elles font de l'oseille, genre impressionnant. Et toutes c'est prometteur. T'en as 2, ça va pas faire des énormes bangers, mais elles sont déjà rentables, elles font de l'argent, donc c'est déjà une valo et ça me fait des dividendes chaque année en tant qu'associé. Et les autres, c'est des startups ultra prometteuses. Genre, il y en a une, c'est Interstellar, là, justement, dans le vin, sur la blockchain, qui a comme objectif de devenir une licorne française dans leur domaine. Je suis rentré là-dedans. C'est pas trop. Ouais, du vin de la crypto, c'est pas mal. Ouais, voilà, je suis là et le truc, ça cartonne pour une startup. L'année dernière, ils font plus de 300 000 euros de CA. Cette année, je crois qu'ils vont faire 1,5 million ou quoi. Enfin, genre, c'est monstrueux comme chiffre pour une boîte qui vient d'être créée. Et moi, je me retrouve au bord du truc, chat. J'ai investi dans Brix au tout début, avant même de savoir qu'ils allaient retourner le marché. Bon, bah, Brix, aujourd'hui, tout le monde connaît. Ah oui, c'est sûr. Là-dedans. J'ai investi dans quoi? J'ai investi dans une franchise de Pokéball à Montpellier. C'est en plein essor. Ils en ont 3 ou 4 points, alors que je suis rentré, il y avait 1 point. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment intuition, château. Tant mieux, c'est le faire de l'investisseur, c'est bien. J'ai pas perdu de sous, mais bon, ça va peut-être se retourner contre moi, on verra. Hein. Après, c'est toujours pareil, hein. Ouais, il y a toujours un moment donné où tu fais un bon investissement. Après, en plus de ce que j'ai compris, bah, forcément, au début, en crypto et puis un petit peu en immobilier, t'as eu quelques, pas vraiment des erreurs, mais je veux dire, t'as eu des pertes aussi. Donc après, c'est toujours pareil, il faut avoir plus de gains que de pertes. Hein. On n'a jamais 100% de gains, même nous en immobilier, bah, des fois, il y a une opération où bon, il y a des travaux qui étaient pas prévus. En soi, c'est de la perte sèche vu que c'était pas prévu sur notre investissement. Des fois, on peut avoir, ben voilà, on avait un locataire qui payait bien, il est parti, celui d'après il paye moins bien, là aussi tu peux avoir de la perte, mais bon, il faut que en gros t'aies plus de gains que de pertes et à la fin bah, ça veut dire que t'es toujours là quoi. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison. Après aussi pour atténuer le discours, j'ai la chance d'avoir quand même une activité au quotidien qui me fait un gros cash flow et je peux envoyer du lourd, donc forcément ça fait des gains qui sont tout de suite plus gros, qui me permettent de réinvestir. Enfin après l'argent appelle l'argent, donc c'est sûr. C'est tout de suite plus facile que quelqu'un qui a son CDI, qui peut mettre 100 euros de côté avant de faire des dingueries. Ça va être long, on va pas se mentir. Oui. Bah, c'est ce qu'oublie toujours, tu vois, par exemple, pour revenir dans les cryptos, c'est là où t'as beaucoup d'investisseurs qui pensent qu'ils peuvent faire de très gros gains. Et c'est vrai, on les a vus, tu vois, mais le truc, c'est que même quelqu'un qui fait 1 million en crypto, en général, allez, sauf peut-être 1 ou 2 profils extraordinaires qui ont vraiment eu beaucoup de chance, en général, si t'as fait 1 million en crypto, c'est que t'avais au moins mis, entre 100 et 200 000 euros à la base, quoi. Je peux avoir mis moins. Ça dépend quand t'es rentré, mais je suis d'accord que pour faire 1 million, faut au moins avoir quand même s'envoyer du 10-15 000. Mais bon, déjà, tu vois, 10-15 000, tu passes 1 million, c'est monstrueux. Oui, c'est monstrueux. Des mecs qui ont mis des petites sommes qui ont des gains énormes parce que ça va super vite. Si t'as de la chance, t'enchaînes les bons projets. Oui. C'est délirant. Mais par contre, c'est sûr que j'ai mis 10 balles, j'ai fait 1 million. Il y a peut-être un mec sur la planète qui est rentré pile poil au bon moment, sur le Shiba il y a 6 ans, là, et qui a revendu au top. Et oui, il existe. J'ai eu un ami qui a fait ça sur un projet, je sais plus, il avait mis, tu sais, c'était à la grande époque des ICO dans tous les sens, ça devait être en 2019, et il a mis sur un projet, il avait vraiment pas dû mettre grand chose, genre 40 euros, quelque chose comme ça, et il a ressorti 15 000 euros. Magnifique. Et du coup, tu fais le ratio, tu te dis non, mais c'est complètement dingue. En fait, il aurait mis 1000 balles, il faisait 1 million, quoi. C'est ouais, totalement. Mais après, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi investir, avoir un capital d'investissement qui fait que grossir, mais tant que tu l'as, entre guillemets, tu l'as pas sorti. Après, en immobilier, c'est un peu différent. Tu n'as pas une notion de tiens, je vais sortir, etc. Mais par exemple, tu vois, sur les invests en start-up, c'est pas du tout liquide. Là, ça se passe bien, mais c'est pas parce que là, ça se passe bien là que dans 3 ans, les boîtes, elles seront encore là, tu vois. Et si au final, j'ai pas su vendre, il y a pas eu une série A, les mecs ont pas levé des fonds, ils font sortir les petits invests, bah, tu revois jamais tes fonds, quoi qu'il arrive, même si à un instant T, la boîte, c'était une dinguerie. En crypto, ok, c'est cool, mais si je sors jamais mes fonds, potentiellement, ça peut se péter les dents et
je repars avec 0 en bourse, ça se passe bien, mais si je fais de la merde, ça peut très mal se passer. Enfin, Oui. la photo à un instant T, c'est pas spécialement ce qui va se passer dans le futur. Donc, soit ça peut être encore mieux, mais comme ça peut être vachement moins bien. Donc, tant qu'on n'a pas sorti dans certains domaines, on peut pas réellement dire que on a fait un bon truc, tu vois. Et que l'IMO, je trouve que bon bah c'est de la pierre, donc Ouais, non, c'est ça. comme il se tape depuis C'est ça. des décennies que quand tu t'as un bien, t'as un bien. On peut parler de valo, de patrimoine, Oui. de rendement, mais tu vois, j'aurais bourse, ça allait pourquoi pas un petit peu plus, mais tu vois, crypto, je sais ce que j'ai là à l'instant T. Il y a un an, ça valait 50% de moins, et peut-être que dans un an, ça vaudra 3 fois plus, mais si je les sors pas ou que je chie dans la colle, je ressortirai peut-être 0, tu vois. Donc, Ah, c'est sûr que la volatilité, elle est extrême, hein. C'est aussi ouais, ce qui donc fait faut que pas ça rentre avec s'enflammer. les gains, c'est sûr. Et peut-être un dernier sujet avant de conclure. Je me souviens qu'on avait parlé un petit peu d'expatriation la dernière fois qu'on s'était vu. Yes. C'est ce que c'est toujours en projet ou un peu ton Toujours, avis c'est dessus? toujours, hein. Ouais. J'en ai pas parlé, mais c'est l'occasion d'en parler. Et pour ceux qui écouteront, ça sera le petit teasing. Ouais, genre, en fait, là, c'est en cours. Nous, l'été dernier, on est parti un mois à Maurice avec ma chérie sur totalement par hasard, parce qu'en fait, on Ouais. fait une surprise à nos parents qui étaient là-bas en congé. On les a rejoints dans la villa où ils étaient. Ils savaient même pas qu'on arrivait. Ah, c'est Et en top, fait, ça, du coup, c'est on s'est génial. retrouvé à rester là-bas un mois. Et on est tombé amoureux de l'île. Genre vraiment, on s'est dit, mais en fait, c'est peut-être ça la vie, dans le sens où on est là, en France, t'as envie d'accumuler, vivre la liberté financière. Pourquoi faire? Bah, du coup, quand tu t'idéalises, bah, pour partir en vacances. Ok, pour aller où? Bah, dans les îles, on verrait des cocotiers, de la plage, de la chaleur, des gens gentils, tu sirotes des cocktails, tu rencontres des nomades, tu voyages. Ok, bon, bah, quant à moi, il se dit, ça réunit peut-être un peu tout. Les gens, ils sont grave gentils, ils parlent français. Du coup, ça rassure vachement madame, parce que moi, elle parle pas anglais, donc c'est hors de question qu'on bouge dans un pays. Anglophone? Voilà. Moi, depuis des années, j'ai une envie de bouger, parce que j'ai envie d'un peu d'explorer le monde et tout. Euh, Elle, c'est un truc aussi qui l'attire, parce qu'elle est passionnée de voyage. Et en fait, on revient de Maurice, on se dit, en vrai, est-ce qu'il y Why a not? pas un moment, est-ce que c'est pas l'heure, tu vois? On a la chance d'avoir bien réussi. On est dans les temps de passage de nos objectifs, pour arriver à ce qu'on voulait faire en termes de liberté financière. Sur nos objectifs, on devrait pouvoir y arriver en 2025. Est-ce qu'on se dirait pas, bah, c'est en 2025, c'est le moment, maintenant qu'on y est. Si on prend pas la décision, on la prendra sans doute peut-être jamais. Après, t'es pris dans le flow, tu continues une année de plus, puis tu te rendettes, puis tu te dis, vas-y, maintenant, dans un an, c'est bon, puis en fait, tu fais des On gamins. va reprendre définitivement. Et en fait, tu lèves la tête, t'as 40 ans, ça veut pas dire que t'as pas kiffé la life, parce que je la kiffe à Montpellier, mais T'as jamais testé quoi? voilà, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi, il faut prendre des grandes décisions. Rien ne nous en empêche. On a la chance de faire des métiers. Bon, elle est archi, mais elle peut aussi travailler dans le digital. Puis elle travaille aussi un petit peu avec moi sur mes boîtes et elle a la capacité. Enfin, je peux l'aider à travailler, à faire de l'acquisition pour elle en ligne pour de l'archi, tu vois. Donc, elle pourrait trouver ses clients, elle pourrait travailler à distance ou à Maurice ou quoi que ce soit. Enfin, d'ailleurs, j'ai spoil, mais du coup, ouais, ça serait Maurice. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, en vrai, ça chauffe. Elle, dans son taf, elle a fait le tour. Putain, d'ailleurs, je suis en train de penser que, je sais pas si son patron il va écouter ou quoi, mais ça serait un peu Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trop les patrons qui ont écouté, parce que nous, ça fait peut-être quoi, quasiment un an qu'on dit qu'on va quitter nos tafs et au Pour boulot, l'instant, personne s'en hein. doute, l'a su, donc voilà. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, Guillaume, si tu écoutes ce passage, ce sera un petit peu gênant, mais oui, on est... Faut Non, qu'on mais soit tu vois, lundi. elle a, voilà, donc on s'est dit, bon, elle, ça fait plus de 3 ans, elle est en CDI, dans son taf, elle s'éclate et tout, mais sur le papier, elle a fait un petit peu le tour. Moi, j'arrive sur un passage où j'ai fait le tour de ce que je voulais faire. Là, sur mon chapitre solopreneur, bah, il me reste 2024, ça sera ma première vraie année. 2025, je vais arriver sur l'année de la maturité où j'ai plein de projets Oui. de scale, de mettre en place la machine d'automatisation et tout, mais je peux aussi le faire à distance. Et donc, on s'est dit, bon, bah, en vrai, go, c'est en 2025, on y va. Donc, je commence à me renseigner, tac, tac, fiscaliste pour ouvrir ma boîte là-bas. Boum, boum, c'est en cours, c'est fait, j'ai signé les papiers. Là, sur la fin d'année, je dois y aller un mois pour signer officiellement les choses. Et après, bon, bah, en gros, ça va juste être un départ, donc expatriation. Mais c'est vraiment une expatriation pas fiscale, c'est une expatriation purement voyage. Bon, après, il Oui. s'avère que Maurice, c'est beaucoup plus accessible fiscalement, donc c'est cerise sur le gâteau. C'est pas du tout une volonté de se dire, vas-y, en France, on se fait assassiner, on se casse.
parce que de base, moi, un pays qui m'attirait, c'était le Danemark. Et le Danemark, c'est le deuxième pays le plus fiscalisé d'Europe. Donc, ah oui, c'est sûr. Tu vois, de partir pour avoir les mêmes impôts qu'en France. Puis surtout, c'est toujours la fiscalité, il faut la regarder dans le détail, quoi, parce que tu peux avoir des pays qui sont plus ou moins lourds sur les entreprises ou pas, plus ou moins, tu peux avoir plus ou moins de taxes locales, etc. Enfin, en général, c'est pas la fiscalité qui te fait partir dans tous les cas, quoi. Ouais, non. Et puis en plus, pour être totalement franc, et puis les gens pourront vérifier s'ils me croient pas, s'ils pensent que je mytho, mais toutes mes boîtes, je vais les laisser en France. Donc en fait, j'en ouvre juste une à Maurice parce que c'est ça qui me permet d'avoir un permis de résident pendant 10 ans qui est renouvelable et de faire un rapprochement conjoint parce qu'on n'est pas pacsé, donc elle peut se greffer sur mon permis, ma chérie. Mais en vrai, je vais laisser toutes mes boîtes en France. Il y a juste une toute petite partie de mes boîtes parce que tu es obligé de justifier de 80 000 euros de facturer sur 2 ans, je crois, ou 3 ans à Maurice sur ta boîte que tu as ouvert. Sinon, ils te disent, c'est une coquille vide. Mais en gros, je vais aller chercher les minima. Donc, je vais quand même facturer 2-3 trucs là-bas. Mais grosso modo, je vais laisser mes boîtes en France, que toutes mes SCI, c'est ce que je veux dire, pour tous les 4 jours spécialisés en France. Là. Ma holding qui investit dans plein de boîtes, je vais pas la liquider, donc je vais la garder. Ma SAS d'exploitation, je vais la garder aussi parce que c'est là où j'ai mes clients, etc., où je facture. Ma boîte de formation, je vais la laisser en France parce que c'est un énorme avantage d'avoir une boîte dans la formation en France. Ça rassure vachement les consommateurs. Donc en fait, je vais clôturer aucune boîte en France, je garde tout en France. Donc je vais quand même payer mon IS en France, je vais payer mes dividendes en France. Le seul truc qui sera plus light, c'est l'impôt sur le revenu, mais j'en paye pas énormément parce que je me verse qu'en dividendes. Je me paye qu'en dividendes. Donc en vrai de vrai, j'en ai un petit peu parce qu'à côté j'ai une micro, voilà, j'ai ma micro, je facture un peu 2-3 conneries à ma propre boîte avec un contrat de licence de marque. Donc voilà, j'ai quand même un peu d'impôt sur le revenu, mais franchement, je crois que de toute façon, ça va me faire gagner 4 000 balles à l'année, tu vois. C'est pas, je suis pas en train non, mais c'est sûr. 400 000 euros par an d'impôt à la France, tu vois. Donc en fait, je vais quand même payer quasiment pareil. C'est juste qu'on change pour changer de vie, plus sur un cadre de vie différent. Et je raccroche au tout début du podcast où on disait en gros, on est pris dans le fil de jamais s'arrêter. Et moi, j'ai une profonde envie quand même de pas tout arrêter, mais de plus contrôler. Exactement, de ralentir et de plus être dans un délire de il faut que j'aille au taf le matin parce que j'adore ça, mais c'est surtout parce que si je suis obligé d'y aller parce que le jeu n'est pas fini, je veux bosser quand vraiment j'en ai envie. Et si j'en ai pas envie, j'en ai pas envie. Toute la journée, je vais à la plage, on va au CrossFit, on fait du paddle, on rencontre des expats français, on va jouer au golf. Voilà. Et je pense que pour faire ce choix de vie-là, il faut partir parce que si demain on le fait à Montpellier, on va se regarder dans le blanc des yeux. Il y a personne qui peut suivre ce train de vie-là dans nos potes. C'est sûr. Et au final, qu'est-ce que tu fais? Ça tient une semaine. La deuxième semaine, t'es dans ton canapé devant la télé, tu te fais chier, tu dis bon, allez, je retourne au bureau et puis tu te remets à bosser. Alors que si tu t'expatries, t'es dans un nouveau cadre, il y a plein de choses à découvrir. On va pouvoir voyager en Asie, on va pouvoir rencontrer d'autres expats français qui sont dans la même situation. Et moi, l'objectif, c'est un peu ce que tu disais, Marie, tout à l'heure. Et aussi, je crois que Julien t'en a parlé, c'est de transvaser cette passion pour le boulot qui est débordant dans un nouvel objectif qui serait du coup pour moi qui serait de retrouver un challenge beaucoup plus sportif dans ma vie et peut-être préparer des dingueries du style des ultra trails de 100 km à la Réunion, à Maurice, où tu vois j'aimerais beaucoup me remettre au CrossFit à fond. Et en gros ma vision parfaite, ça serait parfaite sur le papier, ça se trouve je vais m'ennuyer, mais ça serait le matin me lever quand j'ai envie de me lever mais mon corps le décide, tu vois, plus de réveil. Le matin c'est consacré au sport, on se lève, on déjeune tranquille, on va au CrossFit, on va courir, on fait ce qu'on veut. On revient le midi tranquillou, on profite de la piscine, ce qui fait bon toute l'année. Et par contre, 14h, 17h30, on taffe, mais ça nous fera vraiment plaisir de taffer parce qu'on aurait que 3h, 3h30 par jour, donc ça passe super vite. Complètement. On avance sur nos projets et tout, on se donne à fond. Et les 3h30, par contre, on se déconcentre pas vraiment, on a bas du boulot. Et le soir, c'est soit on retourne au sport, soit on va à la plage, on va se baigner, on va plonger, soit on va balader et tout, soit on rencontre d'autres Français, parce que tu vois, j'ai envie de reconnecter avec plein de gens, et on va faire des restos, on discute avec des gens, enfin voilà, ça, le côté humain que j'adore, tu vois. Donc voilà, ce projet d'expatriation est en cours. Après, d'ici en espace d'1 an, parce que c'est dans 13 mois, parce qu'on est le début août, donc début septembre 2025, ça arrive bientôt. Il peut se passer mille et une choses. Pas mal de choses. Sur le papier, on y va. Après, il peut y avoir maladie, il peut y avoir un enfant qui arrive par hasard, qui peut rebattre les cartes, il peut y avoir des décès dans la famille très proches qui peut-être t'as pas spécialement envie de partir à l'autre bout de la planète. C'est sûr. On sait jamais, mais en tout cas, si ça se passe bien, j'espère que ça va bien se passer. Normalement, là, dans 1 an, on sera dans nos valises. Ah mais c'est génial. Surtout c'est ce qu'on vous souhaite. Ouais, c'est ce qu'on vous souhaite. Et puis c'est toujours pareil, c'est des beaux projets de vie, quoi. C'est parce que ça fait des aventures, ça fait des choses à raconter, et tu sais, ça fait
même si peu importe, c'est l'expatriation, elle peut être définitive ou elle peut être que quelques années. Dans tous les cas, en fait, ça te fera, ça te fait de l'expérience de vie, ça te fait avancer, ça te fait grandir. Tu sais, on parlait, tu nous expliquais que tu travaillais beaucoup, que t'aimais ça. Ben au moins, tu sais, ça, je sais pas, si tu rencontres quelqu'un, bah tu peux lui parler de ton expatriation. La personne va pas se dire non, mais en fait, ce gars, il travaille tout le temps et il parle que de son taf, parce qu'au contraire, t'auras vécu des choses et t'auras fait, t'auras beaucoup d'expérience à raconter là-dessus. Donc je pense que c'est vraiment ça qui est beau et qui fait plaisir à entendre, quoi. Ouais, totalement. Bah, c'est ça, tu l'as dit, c'est créer de l'expérience. Je pense qu'en vrai, on n'a qu'une vie. Moi, j'ai l'impression que ça passe à une vitesse. Et je vois mes grands-parents qui partent et tout. Je me dis, putain, en vrai, ils étaient jeunes comme nous à un moment donné. Là, ils sont plus là. Ça va nous arriver un de ces quatre. On a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, mais ça va nous arriver. Et encore, j'aimerais bien arriver à l'âge où ils sont arrivés parce que ils ont une très belle vie, mais il y en a qui partent beaucoup plus vite. Je me dis, putain, on n'a qu'un seul passage. Ça serait quand même couillon d'avoir des regrets. Donc, vas-y, voyage, fais tout ce que tu peux. En fait, dès que j'ai envie de faire un truc, je me dis, vas-y, fais-le. Je veux pas de regrets. Et j'ai la chance, et depuis tout petit, je m'étais dit, il faut que je travaille justement pour m'offrir ce rythme de vie où j'en suis capable d'avoir un petit peu, on va pas se mentir, de l'argent pour financer ses rêves. Ça, c'est bien goupillé. Je l'ai aujourd'hui. Go vivre ça. Et quitte à faire un peu une croix sur le boulot et mes revenus, parce que j'ambitionne pas d'atteindre 15 millions par an, j'en ai rien à foutre, parce qu'à un moment donné, je garde un rythme de vie qui est assez simple, entre guillemets. Oui, tout à fait. Et mis en, voilà, faut prendre des pincettes, parce que quelqu'un qui gagne le SMIC va peut-être dire il se fout de ma gueule, parce que, je sais pas, je dépense quand même un petit peu par mois, mais je roule pas dans une caisse de dingue, j'ai pas de... Oui, tout à fait. Des fringues, je vais chez Zara ou H&M, enfin, je prends les t-shirts unis à 5 balles, là, comme vous me voyez. J'ai des trucs à fil, enfin, vraiment, simple. Et après, oui, c'est sûr, je vais voyager un peu, là, en vacances, quand je pars, on prend un bel hôtel, parce qu'on on se fait plaisir, mais je dépense un peu, mais je m'en fous d'avoir un yacht, je m'en fous d'être privé en classe business, en truc éco, genre, rien à carrer, tu vois. Donc, en vrai, je peux faire, à partir du moment où j'ai atteint mes revenus qui m'intéressaient pour pouvoir assumer mon train de vie, je m'en fous d'aller plus. Si je peux y aller, je le ferai, parce que c'est le jeu, c'est le développement qu'on disait un petit peu éternel. Mais si je le fais pas après et que j'arrive à retrouver un nouvel objectif qui pourrait être dans le sport, bah ça me va très très bien. Ok, bon ben c'est top. Je pense qu'on arrive petit à petit à la fin de cet épisode. Un grand merci en tout cas d'avoir été invité du podcast. On te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets et qu'en tout cas, je vois que tu es sur la bonne voie et ça fait vraiment plaisir à voir, parce que tu vois, nous c'est souvent ce qu'on voit dans ce podcast, c'est qu'on essaie de transmettre un peu, c'est qu'on voit beaucoup de déprimes, surtout dans notre génération. Enfin, on voit nos amis, même les gens de notre âge qu'on peut croiser à la salle de sport, au travail, toujours un peu en manque de sens, en manque de projet, etc. Et c'est un peu dommage, et je trouve que dans tous les cas, voir des gens qui en veulent, qui ont des projets, qui ont réussi, qui ont pris de l'expérience de vie, tu vois, je trouve que c'est vraiment enrichissant, et on espère que ce sera entendu dans ce podcast, donc c'est top. T'as peut-être un dernier mot de la fin? Ouais, bah en tout cas déjà merci à vous, puis vous êtes derrière le micro, vous posez les questions, mais je vous retourne les compliments. Félicitations pour votre parcours qui est incroyable. La première fois qu'on s'est rencontrés, je suis resté sur les fesses, et même d'ailleurs là, à chaque fois que je réalise, que j'y pense, je me dis putain, c'est incroyable ce que vous avez fait. Enfin vraiment félicitations, bravo, c'est énorme. Je pense que l'achievement, il est bien plus impressionnant que beaucoup, et que je me place dedans d'entrepreneurs où on fait des startups, des trucs, parce qu'en vrai, vous, là, vous êtes en train de faire un truc qui est monstrueux, donc bravo, franchement, c'est gentil. Nous, on a toujours l'aspect un peu inverse, tu vois, de se dire, putain, il a monté une boîte, c'est incroyable, il a eu des salariés, tu vois. Et, tu vois, au final, sur le papier, monter une boîte à des salariés, n'importe qui peut le faire, tu vois. Ce que vous êtes en train de faire, j'ai l'impression que ça court pas les rues. Donc voilà, vraiment bravo, mais merci aussi pour l'invitation. Je passais un super moment, là, ça fait quasiment 2 heures qu'on est ensemble, mais en tout cas c'était très très cool. J'ai pas vu le temps passer, et puis j'espère que les auditeurs auront pris du plaisir à passer ce moment avec nous. Ouais, je pense aussi. Bon, ben un grand merci en tout cas. Je souhaite à très bientôt pour un prochain épisode, et puis n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. À bientôt, ciao.